Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite intro pour ce podcast qu'on a enregistré avec Rachel Delacour. Un merveilleux épisode qui malheureusement a été légèrement gâché par des téléphones portables. Alors là, je vous dicte ce message presque quelques années après parce que voilà, depuis je fais attention à ce qu'on éteigne et qu'on mette nos portables en mode avion et qu'ils soient loin de l'enregistreur. Mais bien ce jour-là, il était proche le téléphone de Rachel et du coup ça fait des petits bip 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 bip. C'est assez insupportable à un ou deux moments en particulier. En plus qui sont des moments intéressants, donc soit vous le laissez, vous êtes capable de le supporter, voilà, soit vous zappez 30 secondes à chaque fois ou une minute, parce que l'épisode en vaut vraiment la peine. Donc du coup je suis ravi si jamais vous êtes capable de passer ça. Je vous remercie de votre indulgence et puis n'hésitez pas à écrire à Rachel, c'est une femme fantastique qui m'a vraiment beaucoup inspiré, beaucoup remué, beaucoup d'humilité, de résilience. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira malgré cette petite incident technique et je vous souhaite une bonne écoute sur Génération Do It Yourself. N'oubliez pas de mettre une bonne note même malgré ces petites étoiles. Bonne écoute, salut. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Rachel Delacour, donc qui est la fondatrice de BIM by Zendesk. Bonjour. Bonjour Rachel. Donc BIM est une solution que tu vas nous décrire. Je suis ravi de te recevoir et je voudrais au passage remercier Édouard Petit qui nous a mis en relation. Eh oui, salut Édouard. Un auditeur de ce podcast et on se connaît pas Édouard, mais on aura l'occasion de se croiser. Et donc merci beaucoup d'avoir créé cette occasion. Rachel, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, donc moi j'ai cofondé BIM Analytics donc en 2009 avec mon cofondateur Nicolas Raspal à Montpellier. En fait, on est éditeur de logiciels donc à destination des entreprises, délivrés en mode SaaS. Et en fait, on fournit une solution d'analyse de données qui va permettre aux entreprises d'aller piocher dans les différentes sources de données qu'elles ont, qu'elles soient RH, qu'elles soient comptables, qu'elles soient vraiment même du tableur Excel ou alors des données que vous allez avoir même dans un MongoDB, dans une grosse base MySQL par exemple. Et toutes ces données-là, on va permettre à l'utilisateur en fait d'aller d'en tirer des analyses, d'en tirer des graphiques, des visualisations et de les partager via des tableaux de bord dynamiques que ce soit en interne, que ce soit auprès de ses clients, que ce soit même auprès de ses partenaires. Donc c'est vraiment un service en ligne et c'est pour le prix d'une souscription mensuelle que les entreprises ont accès à ce service dit à la base de business intelligence. Donc c'est un peu barbare comme nom aujourd'hui, mais voilà, on est vraiment dans ce domaine de l'analyse de données. On a rapidement eu une clientèle internationale, etc. Et c'est vrai qu'on a été remarqué par donc Zendesk, le Californien éditeur de logiciels très très belle unicorn qui a fait son IPO en 2013 de mémoire et qui du coup eux sont sur la relation client, alors sur le support client, sur l'amélioration des relations clients de manière générale. Ils ont toute une suite de produits aujourd'hui et on fait partie de cette multi-product company qui aide à améliorer la relation que les entreprises peuvent avoir avec leurs clients. D'accord. Donc il y a différentes, du chat, du support client, donc de l'analytique aujourd'hui, de la voix aussi. Donc voilà, tout un tas de super outils pour améliorer tout ça. Ouais. D'accord. Et Zendesk, en effet, est vraiment un mastodonte, en tout cas dans le digital, c'est quelqu'un d'assez... Ouais, et puis c'est surtout des gens qui ont su très bien faire très tôt. Moi, je sais qu'avec mon cofondateur, on n'avait pas de poster de Zendesk au-dessus de notre lit, quoi, mais c'était quasi, on était hyper admiratifs de ce que cette boîte SaaS B2B, en fait, avait réussi à faire, les métriques qu'ils avaient, le développement, le fait que ce soit des Européens aussi, ce sont 3 Danois à la base. C'est vrai. Et donc ça, on était assez admiratifs de ce qu'ils avaient pu réussir à faire, l'expansion mondiale qu'ils ont eue en très peu de temps, ouais.
SaaS, pour ceux qui le voient pas, c'est donc il n'y a pas de logiciel à télécharger sur c'est ça, software as a service. On est vraiment dans de la consommation du logiciel comme un service. Exactement. Et donc, pour reformuler ou pour aussi expliquer un peu, un service comme BIM peut permettre à une société de suivre potentiellement tous ces curseurs, de savoir combien il y a eu de rendez-vous faits aujourd'hui, combien il y a eu de chiffre d'affaires. Exactement, de la même manière que vous avez un tableau de bord dans une voiture ou quoi, qui vous permet d'analyser quelques métriques en particulier pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Vous pouvez paramétrer ces métriques-là à votre business. Et en fait, nous, on apporte aussi toute une modernité dans la visualisation, dans le partage, dans la manière dont on va démocratiser l'accès à cette information, à ces analyses, pour les petites entreprises aussi, qui étaient un peu exclues du jeu jusqu'à ce qu'on arrive, en tout cas jusqu'à ce que d'autres mêmes acteurs de cloud business intelligence arrivent, en permettant à des petites boîtes de s'acheter, en fait, de pouvoir s'offrir ce genre de service, alors qu'avant c'était réservé à une élite. Et que c'est ça, et ça c'est super parce qu'on a l'impression quand même souvent dans les petites structures que la data c'est un peu, on parle beaucoup de big data, de choses comme ça, que la data, l'analyse de la donnée c'est un peu réservé aux autres, aux plus gros, aux plus, et en fait dans avec toutes les boîtes et beaucoup de startups, ouais. beaucoup de choses, que ce soit du trafic, qui est souvent géré par Google Analytics, mais jusqu'à tout ce qui se passe derrière, toutes les incidences, comment il est venu, combien j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai rentré, etc. Et à des tas de données, finalement, on a une tendance à, par exemple, je vois quand on va voir des investisseurs ou quand on va voir, quand on veut vendre des choses à des clients, leur montrer des métriques qui sont bons. Exactement. On est dans un monde où on ne peut plus avoir juste de l'intuition ou du gut feeling. Oui. Ou passer des heures à chercher, il y a suffisamment d'outils qui existent aujourd'hui comme le nôtre, par exemple, mais il y en a plein d'autres aussi, et tant mieux, qui permettent aujourd'hui d'avoir accès à toutes les différentes données. On croule sous les données. La moindre petite start-up aujourd'hui, alors c'est compliqué de dire qu'elle peut tout de suite faire du big data, mais bon, vous avez, par exemple, tu prends un gamer en ligne, je veux dire, pour un peu qu'il ait du succès, on se retrouve avec quelqu'un qui a des tonnes et des tonnes et des tonnes de données d'usage de son jeu, par exemple, qui va avoir aussi énormément de campagnes marketing peut-être à analyser. Donc, tu vois, on est à un début de business, on est dans le cadre d'une société qui a peut-être une petite surface financière seulement, et qui a tout de suite besoin d'analyser ces données, normalement dans l'ancien monde, d'acheter des outils très 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 chers, très très très, très longs à mettre en place pour pouvoir analyser un tout petit peu ces données. Et bien voilà, aujourd'hui on a voulu secouer tout ça et redonner donc cet accès à l'analyse de données pour qu'il n'y ait plus de pilotage à vue et qu'on soit dans quelque chose de très professionnel très tôt dans sa vie d'entreprise. On y reviendra tout à l'heure sur le début, parce que j'allais te poser... Mais en fait... Non, je vais y aller maintenant, puis tu m'expliqueras d'où tu viens après, comment. Mais parce que quand tu parles du produit comme ça, alors c'est à la fois intéressant et à la fois qu'on regarde BIM, et depuis le début, et ça, moi, je me souviens de je dirais 2013, 2013, c'est sûr, on a regardé, nous, BIM, peut-être un peu avant, je sais pas, tu me raconteras. Mais en fait, quand tu décris ou tu te lances dans un truc sur l'analyse de la data, etc., j'ai envie de dire, c'est chiant à mourir. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même ce côté un peu. Et en fait, vous avez réussi à peut-être justement, c'est le démocratiser, le côté accès. Je pense qu'on s'est justement attaqué à quelque chose qui était tellement pénible, tellement chiant, comme tu dis. Et qui était tellement, en gros, l'apanage de quelques acteurs qui se revendiquaient être les meilleurs et les plus gros, et en même temps ils avaient raison parce que c'était très 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 gros acteurs sur l'analyse de données, mais qui du coup étaient réservés à certains profils très chers dans très très grosses entreprises, si tu veux. On s'est attaqué à ça, mais on n'a pas souhaité justement reproduire quoi que ce soit parce que c'était pas le but. Et on est arrivé, je pense, finalement avec toute la fraîcheur de la personne qui crée pour la première fois. On savait quand même un petit peu on savait ce vers quoi on voulait aller parce qu'on venait, moi en l'occurrence, du monde de la finance, donc j'utilisais ces outils au quotidien, les anciens, les traditionnels, ceux que mes entreprises auxquelles mes entreprises pour lesquelles je travaillais me donnaient accès, et je voyais toute ma frustration de jeune diplômée qui commençait à utiliser un peu d'iPhone aussi avec des applications, et je me disais mais d'où j'utilise quelque chose de très très sympa chez moi alors qu'au travail c'est l'enfer quoi, les outils que j'utilise. Et en plus je travaillais en contrôle de gestion, donc je voyais quels étaient les coûts liés à l'utilisation de ces produits, de ces logiciels, et je me disais mais c'est pas possible quoi, de dépenser autant d'argent, d'avoir
aussi peu d'adoption au sein de l'entreprise, alors que tout le monde devra accéder à ces données. Et il y a quelque chose qui est fermé, qui est verrouillé par ces grands acteurs de l'édition logicielle. Et moi, je veux me faire l'outil de mes rêves. Moi, si si j'arrive à me faire plaisir, je me disais toujours, mais si moi je crée un outil très sympa lié à la donnée, parce que ça peut paraître rébarbatif, mais c'est quand même hyper passionnant, quoi. Quand tu commences à tirer le fil de tes données et à te dire ah ouais, mais c'est ça la réponse à ah ouais, d'accord, attends, et en fait quand je fais telle analyse, ça me donne ça comme résultat. Ah mais il y a peut-être moyen de ah puis attends, puis si j'ajoute tel élément, tel paramètre, qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est assez fantastique, assez passionnant. Et en fait, je m'étais dit mais ce serait tellement bien d'avoir tel type d'interface, et puis d'avoir tel code nouveau, puis d'avoir tel type de support lié à cet outil. Et puis c'est tellement cher, il y a pas moyen de faire autrement. Il y a quoi comme nouveau business là, comme nouveau business model qui existe. Et en fait, quand je me disais, si j'arrive à me faire plaisir à moi, je vais faire plaisir à toute la nouvelle génération de contrôleurs de gestion là, qui arrive sur le marché. Ça serait déjà pas mal. Et en fait, c'est vrai, quand on en a parlé avec mon cofondateur et Marie. Aussi, parce qu'on s'est mariés, voilà, entre-temps. Et lui, pour le coup, était voilà. On y reviendra. Ok. Donc c'est intéressant parce que tu as ce côté, en fait, hyper. En fait, j'avais cette discussion avec Bruno Lévesque, donc sur le précédent épisode, où on sentait son côté hyper nerd, tu vois, et ce type du collège ou du lycée qui était tellement à fond sur ton truc. Et en fait, on sent qu'il y a aussi une similarité avec le contrôleur de gestion un peu. Mais là, je te dis ça, évidemment, je provoque un peu, mais t'as une telle passion, on le sent sur ce truc que c'est assez fascinant parce qu'en effet, au début, comme ça, tu dis c'est chiant, et je trouve vraiment que vous avez réussi. C'est chiant parce que la manière dont on nous le présentait était chiante. Exactement. Mais c'est fondamental. Aujourd'hui, nous, on a des clients ici, on fait un peu d'expérience utilisateur. Je précise chez Cosa Vostra, et on a certaines SS2I qui viennent finalement après avoir lancé ou quasiment fini des projets, où ils arrivent sur des interfaces B2B, où en fait, pour les utiliser, ils considéraient que c'était normal d'avoir 4 jours de formation pour l'utiliser. Ah oui, non. Et alors c'était ça, non seulement moche, voilà, bien sûr. et en plus 4 jours de formation, parce que voilà. Et nous, on leur dit, mais ça, c'est ce que je le précisais pas, mais à la base, ça venait de facto dans le package, c'est-à-dire tu voulais un outil de business intelligence, il te fallait du logiciel qui était très cher pour très peu d'adoption, hein, comme je le disais, que si tu voulais de l'implémenter chez toi, il te fallait des jours hommes d'SS2I. Donc déjà là, tu es en train de parler d'un coût énorme, d'un temps de mise en place énorme, et en plus de ça, de différents interlocuteurs. L'enfer, quoi. Oui. Et tout ça pour en plus un taux d'échec au final, et qui dit échec, je dis échec parce que toujours très peu d'adoption dans tout ça. Donc c'était et puis des montées de version l'horreur. Donc en fait, c'est vrai que quand on a commencé à se poser la question, en plus on était C'était des produits qui étaient proposés sans vouloir taper, parce que c'est aussi d'autres niveaux, ça correspond quand même à d'autres entreprises, etc. Oui, mais c'était des trucs proposés par SAP, IBM ou des choses comme ça. Oui, on était sur du business object, on était sur du Cognos, on était sur des outils très très assez lourds installés qui font encore les choux gras de ces mêmes acteurs, mais de moins en moins quand même. Il y a eu une énorme bousculade de la part de tous les acteurs de cloud, donc complètement cloud, ouais. Donc et en plus de ça, nous, si tu veux, quand on commençait à regarder un peu les différents scénarios qu'on pouvait imaginer, mais vraiment pour tout refondre, quoi, que ce soit les interfaces riches, Internet, à la base, ça c'était ça à l'époque. En termes de business model aussi, on commençait à voir, il y avait des gens juste qui s'appelaient Salesforce, qui montraient qu'ils avaient une croissance mais fulgurante sur de l'abonnement, tout en ligne. On voyait aussi que des gens comme... Salesforce, c'est un gros concurrent de Zendesk. Pas vraiment. Non, Salesforce, c'est alors sur la partie support de Salesforce, oui. Après Salesforce, le cœur de business, c'est vraiment du CRM. On utilise Salesforce, vous voyez. D'accord. Donc, mais on commençait à avoir des acteurs comme ça qui montraient que le business model était viable. On était aussi sur des gens comme Amazon qui commençaient à fournir de l'infrastructure et qui permet avec tous les services, donc AWS, Amazon Web Services, qui permettaient à des gens comme nous de nous asseoir sur l'épaule de géants.
Hein, et puis justement de montrer aussi à nos propres clients que voilà, ne vous inquiétez pas, on travaille avec Amazon, on ne réinvente pas nos propres data centers, etc. On travaille avec la crème de la crème, ceux qui sont en train justement à la fois d'essuyer les plâtres, mais qui sont les futurs gagnants de demain. Et puis c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on avait à la fois l'infra, on avait à la fois le business model. On commençait dans un monde qui commençait à, enfin qui prouver, on va dire, que les cases qu'on souhaitait cocher, a priori, commençaient à avoir du succès. Donc on est parti sur ces choix-là. On est souvent convaincu de ça, a priori, quand on crée une boîte. Souvent, après, on a quand même quelques quelques déconvenus. Évidemment, les déconvenus, c'est que justement, toutes les technos que tu utilises, elles sont neuves aussi. Donc moi, je me souviens qu'on était parti sur des technos Adobe aussi, et qui au final, quand Adobe a complètement arrêté tout ce qui était Flash et compagnie, je veux dire, faut que tu recodes tout en HTML5. Enfin, tu vois, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc oui, mais voilà, tu apprends tout au long, voilà. Et donc toi, tu viens d'où avant tout ça? Tu as commencé. Vous êtes basé à Montpellier déjà, on l'a. Oui, alors aujourd'hui on est basé à Montpellier. Moi, je suis de Normandie. Je suis pas très loin d'une ville qui est pas très loin de Deauville. J'ai grandi là, Pont-Audemer. D'accord. Dans le 27, 27. Ouais. C'est sur l'autoroute, tous les Parisiens qui vont en Normandie passent devant la pancarte Pont-Audemer, Venise normande. Voilà. Je passe devant, moi j'ai moi-même grandi à Cherbourg, tu vois. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que je connais Édouard aussi un petit peu, parce qu'il est normand. D'accord. Et comment dire, donc Normandie, moi j'avais toujours dit à mes parents que je partirais donc au Pays Basque quand j'en aurais l'âge, à savoir 18 ans, donc j'ai tout fait très gentiment jusqu'au bac. Gros crush depuis que j'étais gamine sur les plages, sur le fait que ce soit très beau, que ce soit gros crush là-dessus. Et puis mais j'ai toujours eu ce sentiment de liberté, de vouloir faire ce que je voulais aussi quand je le voulais, et avec des parents très compréhensifs, qui m'ont toujours tant que ça carburait bien à l'école, etc., toujours donné suffisamment de latitude. Donc ils ont accepté que je parte. Le but du jeu, c'était quand même de réussir à faire quelque chose de sérieux à l'école. Donc le seul cursus que j'ai pu trouver au Pays Basque, parce qu'il n'y a pas 1 milliard d'universités non plus, c'était une classe prépa. Ça me permettait de gagner 2 ans sur place en attendant de voir ce que je voulais faire. Donc je me suis éclatée en prépa. Et puis prépa HEC. Mm-hmm. Et puis à partir de là, j'ai un peu suivi le flot de certaines de mes connaissances. Donc je suis partie à Marseille, à Euromed à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Kedge School. Et puis voilà, Marseille, cursus école de commerce, financier, et un petit peu de temps passé à l'étranger aussi via les différentes relations entre écoles, et puis retour à l'école, et puis là une opportunité qui se présente d'une boîte d'un logisticien français qui proposait un VIE. Alors un peu tôt dans l'année, parce que j'étais supposée terminer mon année, ma dernière année on va dire, et puis au final j'ai eu des professeurs assez arrangeants qui m'ont dit que je pouvais commencer mon VIE très tôt. D'accord. Alors que j'avais pas terminé mon école, et en fait je suis partie en Russie. En Russie, voilà. Donc c'était, j'ai toujours eu très peu d'aversion au risque de manière générale. Donc ça c'est quelque chose qui était assez constant depuis toute petite, finalement. Pas téméraire non plus, pas faire n'importe quoi, mais voilà, toujours très Moscou, ouverte. Donc c'est ça. Donc basée à Moscou, ouais. Et grosse. Principalement, et puis après des audits à faire entre Kiev et Vladivostok sur les plateformes. Ans ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Tu pars à Moscou. Tu parles pas russe, tout va bien. Je parle pas russe. Je rappelle d'ailleurs l'entreprise en leur disant en fait on n'en a pas parlé, mais sur mon CV c'est pas inscrit. On est bien d'accord, vous avez compris, je parle pas russe. ouais, t'apprendras sur place. Et c'est une ville chère aussi, Moscou, non? Tu dois être bien payé, ça va, tu t'en sors, t'étais logé? Ouais, non, mais voilà, ça venait avec, c'était des conditions plus que très correctes, et puis la communauté de Français qui était sur place, de jeunes VIE aussi, voilà, on a fait un peu les 400 coups. Normal, enfin, voilà un peu l'histoire de tous les VIE qui partent à l'étranger, et surtout très intéressant pour moi de voir un peu ce qui se passait dans des micro-villes en Sibérie, et puis voilà, ça j'ai pas mal voyagé, et c'était et c'était voilà très très formateur,
très formateur. Et puis de retour en France, parce que il se trouve que celui qui est devenu mon cofondateur, au final, était aussi déjà mon petit ami. D'accord. Et donc voilà, je suis rentrée aussi pour lui. Et puis on a vous continué. étiez ensemble à la On était fin, déjà d'accord, ensemble d'accord, à ok. l'école, ouais. Et en fait, on a continué donc des jobs, Vos parcours. nos jobs respectifs, nos À parcours Marseille, à Paris, pour le coup, à Paris, ouais, à Paris. À Paris, et moi en contrôle de gestion, toujours. Donc j'étais pour le logisticien russe, contrôleur de gestion. Ok. Et je reviens à Paris et je travaille pour Carrefour. D'accord. Voilà, la direction des hypermarchés France au contrôle de gestion. Très très bonne école de gestion. Carrefour, gros, ouais, c'est vrai qu'on peste toujours un peu sur la grande distribution. Moi, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour les équipes, en fait, gros bosseurs. Et Évidemment, ce type d'acteurs sur des fonctions comme le contrôle de gestion doivent être vraiment excellentissimes pour bien émerger. Et du coup, Paris tardivement était reparti assez vite. C'était pas le grand amour. En fait, j'ai été débauchée par Bata, qui cherchait en fait à structurer qui cherchait à créer son contrôle de gestion en France, les distributeurs de chaussures. Qui cherchaient en fait à ce que j'aimais. C'était pas forcément une industrie qui me plaisait particulièrement, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on me proposait très jeune un poste de création du contrôle de gestion en France. Donc c'était vraiment intéressant. C'était intéressant pour moi et voilà, il y avait déjà cet aspect création. On était dans le contrôle de gestion, mais on était quand même dans cet aspect création. D'accord. Donc, et ça, c'était 2 ans après Carrefour ? Ouais, c'était donc grosso modo, c'était ça. Tu as fait 2 ans à Paris. Et après, ils étaient à Paris aussi, à la Défense, ouais. Donc en fait, j'ai créé ça, et puis c'est là où justement j'ai dû mettre en place des outils de business intelligence, et c'est là où j'ai aussi vu toute la peine. Et parce que quand j'étais chez Carrefour, en fait, j'avais vraiment des Rolls-Royce, quoi. J'utilisais des Rolls-Royce au quotidien. C'était des machines, j'appuyais sur des boutons, j'avais toutes mes datas, toutes mes analyses. C'est vrai que c'était pas très beau. C'était une usine à mettre mais en place. Je ne me rendais pas compte de la peine qu'il y avait, parce que derrière, il y avait 1 milliard de personnes qui travaillaient pour nettoyer ces données, pour faire que des personnes comme moi les consomment de manière hyper fluide, toujours actualisée, de la manière la plus simple possible. Donc je me rendais pas compte de cette peine-là. Sauf qu'en fait, mais j'étais chez Carrefour en même temps. Il y avait 1 milliard de personnes qui travaillaient à ça. J'arrive chez Bata, qui était quand même déjà une entreprise avec, il y avait, je redonnerai pas les chiffres, mais c'était quand même une entreprise qui était plus que bien installée, avec beaucoup de chiffres d'affaires, et en fait je me rendais compte du gap avec justement pas accès à ces données-là, pas comme tout le monde utilisait Excel, je veux dire, je repartais de zéro, et je m'étais dit ça va être très facile, il faut juste un peu de budget pour recréer ce à quoi j'avais accès chez Carrefour. Et en fait pas du tout, c'était une montagne à recréer. Et je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué, quoi. Et ça se créait comment? Donc tu prenais une SS2I, ou tu prenais un... Voilà, c'est ça. Je repartais sur choisir une techno, se rapprocher d'une SS2I pour tout ce qui allait être implémentation, formation, etc. Et je comprenais pas le concept des différents interlocuteurs, du prix, du temps, du fait que j'ai une maintenance à payer. Ça me débectait, quoi. Et puis surtout, et tout ça pour des outils qui étaient absolument pas moderne. Donc il y avait, vu les prix, en plus de ça voulait dire qu'il y avait tout un cycle de décision du board, en fait, au-dessus de vous, type Comex, parce qu'on était dans de l'investissement, on n'était pas dans de la dépense courante. Sûr, donc en fait il y avait vraiment une complexité incroyable, et je me disais, et encore là je suis dans une boîte qui a priori est plus que développée, etc. Donc qu'est-ce qui se passe chez les plus petits, quoi? Ça veut dire que les gars, ils ont accès à rien du tout. Ils peuvent pas s'offrir le quart de ce que je vais pouvoir m'offrir dans mon entreprise actuelle. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un besoin, qu'il y avait toute une génération de gens comme moi, mais même sans parler de génération, que ce soit des personnes plus âgées ou encore plus jeunes. Je veux dire, on a tous besoin d'analyser ces données. On ne peut pas avoir un business si c'est pour ne pas le regarder en face. Donc tu t'es dit à un moment, après avec BIM, tu as en quelque sorte un peu donné on va dire que pour toi, jusqu'à un certain niveau, à une certaine taille, des entrepreneurs naviguaient dans le brouillard quasiment. En fait, il y a toujours. Et toi, t'as essayé de leur donner soit de virer le brouillard, soit de leur donner au moins un Exactement. phare. Et puis surtout de leur d'abattre les obstacles liés à l'argent, enfin liés au budget, liés au temps d'implémentation, liés à la complexité. C'est-à-dire que en tant que
Moi, mon rôle, c'était justement de masquer la complexité pour connecter les fameux tuyaux. Je veux dire, il était ce qu'une SS2I faisait. Voilà, il était vraiment temps de simplifier les choses, tout raccourcir, quoi, tout simplement en temps, en complexité, pour qu'au final, on plug l'outil d'analyse sur ces données et qu'on puisse enfin jouer avec ces données visuellement et qu'on ait ça sur des supports web et puis qu'on ait ça sur et puis que quand on n'a plus l'argent pour se payer ce genre d'outils, qu'on puisse arrêter, parce que moi je commençais déjà à titre personnel à utiliser beaucoup de services en SaaS aussi. D'accord. Donc quand tu disais titre personnel, oui, d'accord. Voilà, ce genre de choses. En fait, je voyais que c'était des modes de consommation aussi qui me plaisaient et qu'on pouvait aussi amener ça dans le monde professionnel et qu'en plus de ça, je ne passerai plus par le fameux CAPEX, quoi, je ne passerai plus par la case investissement, mais par la case. Donc ça permettait aussi d'accéder plus facilement aux gens qui ont la carte bleue. Et donc là, si je reviens ou je fais une petite pause, t'es à la Défense chez Bata. Ouais. T'as un poste un peu sur mesure. T'y restes combien de temps ? Moins de 2 ans. D'accord. Et quand même, tu te dis, c'est cool, ça se passe bien, je me plais là ou non, je me dis surtout, je vois le besoin criant, en fait. Je vois ce que je vis au quotidien, ma peine, qui est la mise en place de ce genre d'outils. Et puis, je me dis, il y a vraiment un truc béant, là. Et après, je pars quand même, je me dis quand même, attends, moi, je suis pas éditeur de logiciels, ça se passe comment ? C'est quoi la distribution ? C'est quoi un go-to-market ? C'est quoi vendre un logiciel ? Tu connais même pas la tech, en fait, finalement. Non, j'ai jamais créé, je connais absolument rien en tech. Moi, je suis pas du tout ingénieur, je sais pas coder. Et en fait, c'est vrai que je parle avec mon futur mari cofondateur, qui est lui pour le coup, qui bosse lui pour le coup, qui est de l'autre côté de la caméra, si on peut dire, qui a les mains dans le code justement, qui est développeur et qui pour le coup travaille pour des boîtes qui vont coder de l'analytique. Et lui, c'est un geek pur qui s'intéresse à tout ce qui se fait, toute la mouvance cloud, les Amazon et compagnie, et qui me dit écoute, si on met ça en place, est-ce que ça te plairait en tant qu'utilisatrice? Donc en fait, moi le soir en fait on brainstormait sur ce serait quoi l'outil de mes rêves, moi en tant que user. Voilà, c'est ça, ce serait quoi l'outil de mes rêves? Et puis voilà, lui qui me dit tiens, en fait derrière on pourrait voir ça comme un frein, on pourrait voir tel genre de schéma, et puis en s'appuyant sur tel service d'Amazon, on pourrait réussir à faire ça en tant que pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour aller donc voilà, on s'imagine des schémas, des architectures produits, et puis lui il a un goût très prononcé pour le design aussi, donc pendant que les autres regardent The Voice. Pendant que les autres regardent The Voice, donc en fait on pense à ça, et puis à un moment donné on commence à avoir un semblant de micro-maquette, et on se dit allez viens, on quitte on a trop à faire, on pense qu'il y a trop à faire là-dessus. Vous avez fait ça en vous disant cette micro-maquette et tout, on va lancer, c'était un truc qui vous rongeait, ou c'est un truc où à la base je me disais ça nous passionnait. Ça, c'est assez bizarre, mais c'est vrai que chaque passion. Moi, je préfère ce genre de passion. Ça nous passionnait de créer. En fait, ça nous passionnait de créer. Il y avait, moi, j'avais beau être contrôleur de gestion, etc. C'est vrai que tout ce qui était techno, je pouvais pas coder, bien sûr, c'était pas mon background, mais ça m'intéressait, de voir toute cette modernité qui arrivait dans nos poches là, avec les iPhones et compagnie. Donc, je me disais qu'il y avait aussi des trucs très intéressants à faire. Et voilà, ça a pas duré très longtemps. Hein. Je veux dire, on a vite vu qu'on avait un vrai match, on avait une vraie complémentarité, et on s'est dit que on avait trop envie de créer quelque chose, et on se serait pas lancé juste pour une sorte d'idéal ou quoi. On voyait vraiment qu'il y avait sur le marché quelque chose une place à prendre. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2008. Et donc là, 2008, vous avez bossé 4-5 ans chacun, Ouais, grosso modo, on avait l'équivalent d'un petit 4-5 ans d'expérience professionnelle. À peine la trentaine, et vous vous dites... Ouais, on a 28 ans, quoi. On a 28 ans, et en fait, on se dit, allez, on quitte notre job, parce qu'en fait, on avait conscience aussi de la rapidité à laquelle il fallait aller, quoi. Parce qu'on commençait aussi à regarder ce qui se passait aux États-Unis sur ces sujets, et on se disait, tiens, t'as vu, ils ont eu telle idée, ça peut être sympa aussi. Regarde ce que tel acteur, même traditionnel, essaie de moderniser. Ouais, en effet, il y a des choses qui bougent. Donc, nous, on se trouvait déjà avancés. Donc, on s'est dit, allez, on quitte nos boulots. Avec, forcément... On vous a pas mis des red flags partout? On vous a pas dit, non, mais vous pouvez pas faire, faut pas faire ça ensemble? Bien sûr, des red flags de partout. Des red flags, de toute façon, même de la famille proche qui vous dit, oh là là, mais attendez, vous quittez une certaine sécurité. Et puis, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait encore tous nos emprunts étudiants à rembourser. Donc, en fait, on partait avec, en plus, une espèce de
fardeau mensuel. Vous avez eu une rupture conventionnelle? Vous étiez au chômage? Non, on a posé nos démissions. D'accord. Et je crois que Nicolas, de mémoire, avait réussi à avoir en fait, tu sais, à l'époque, il y avait au bout de 3 mois, tu pouvais percevoir à nouveau un petit truc d'impôt, n'importe quoi, de Pôle emploi. Pôle emploi, ouais. Donc on avait eu ça, mais on partait avec assez peu d'économies. Ce qui était sûr, c'est on ne pouvait pas financièrement rester à Paris, on ne pouvait pas payer un loyer parisien en ayant quitté nos jobs, ça c'était clair. Donc en fait, la solution, c'était de dire qui peut nous accueillir. À l'époque, il n'y avait pas de... J'aime pas dire à l'époque, ça fait... Mais je dis ça, je dis à l'époque, mais parce que l'écosystème a tellement changé, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas les espaces de coworking, il n'y avait pas... Ou en Station tout cas, F. il n'y avait pas Station F, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que c'était de dire qui est capable de nous donner un toit, sachant qu'on arrive, on débarque en couple en plus. Et puis, il y a eu les parents de Nicolas à Montpellier qui avaient suffisamment de place, et je les en remercie encore. Tu étais installé chez tes beaux-parents. Alors après, pour aller bosser avec ton mec, mais quel triple courage. Genre, tu sais, après avoir quitté mes propres parents à partir de 17 ans, si tu veux, ça faisait un peu bizarre de retourner chez ses beaux-parents, mais bon, c'est comme ça. Mais tu les remercies. Ouais, je les remercie. Ils ont mis un premier ticket. En plus, ils ont fait partie du Love Money de départ. Enfin, eux, ils y croyaient énormément. Et aujourd'hui, ouais. C'était. Donc, on est reparti dans la chambre d'ado de Nicolas, quoi. Donc, c'était un peu à presque 30 ans. Ça fait mal quand même. Hein. Mais ça fait partie des... Je veux dire, pour moi, ça fait partie des pas des downs, mais des choses qu'il faut savoir. On avale les couleuvres. On a pris sur nous. En fait, c'est exactement ça. On s'est dit, franchement, moi, ça faisait un peu beaucoup quand même, tu vois, tu pars chez tes beaux-parents. Enfin, c'est très privé, là, ce que je dis, mais tu repars chez tes beaux-parents, tu vas dans une chambre d'ado, tu sors pas parce que t'as absolument Patrick, que c'est une période où t'as presque 30 ans, donc ça veut aussi dire que tes propres amis qui ont eux-mêmes fait des subdeco, etc., sont eux dans des ascensions de carrière assez intéressantes, qui commencent tous à partir en vacances, se payer des choses, des apparts, des trucs. Donc, si tu veux, toi, t'es un petit peu, t'es au rebut, t'es dans la catégorie, qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils se veulent risquer là en ce moment, c'est n'importe quoi. On s'est mariés à ce moment-là aussi, donc voilà, c'était la seule soirée c'était la seule soirée de l'année pour nous. D'accord, avec un mariage à la Grande Motte, avec un voyage de noces à la Grande Motte. Il n'y a toujours pas eu de voyage de noces d'ailleurs, et il serait peut-être temps qu'on y pense. Voilà, message subliminal, ou presque. Et en tout cas, c'est vrai que c'était énormément de sacrifices parce que t'as tout autour de toi, tu vois, c'est des âges où c'est compliqué aussi de se lancer, et en même temps il y a un côté je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même un côté un peu obligatoire, dans ma vie. Non, mais dans la vie d'entrepreneur, il y a quand même un moment où tu galères, il y a quand même un moment où tu passes où tu vas presque fermer, il y en a plusieurs en plus, enfin, je veux dire. Et en même temps, tu vois, moi j'ai adoré aussi c'était très compliqué cette période parce que t'es sûr de rien, enfin t'es jamais sûr de rien de toute façon, mais t'es dans une espèce de sens de l'urgence. Et tu vois, ça nous a énormément servi en fait d'être dans cette micro-chambre avec les posters de La Soul là, que je montre souvent quand je fais des confs en me disant tiens, je les ai eus pendant 1 an au-dessus de ma tête. Vous les avez pas enlevés? Non, on les avait pas enlevés. Et tu vois, on avait ce sens de l'urgence en se disant voilà, on se donne 1 an de toute façon parce que même avec très peu d'économies et même en ayant un loyer de payer par les parents grosso modo, enfin en étant sous leur toit, on va pas tenir longtemps comme ça non plus. Et donc on était enfermés, on était en région, ça voulait dire qu'on était quand même assez loin de... J'aime pas parler de hype parisienne, mais il y a un petit peu de ça quand même. Tu vois, ce buzz, ces rendez-vous, les gens. Il y avait très peu de networking possible à Montpellier parce que certes, il y avait un début d'écosystème, mais il n'était pas encore mûr. Quoi. Voilà. Et donc, en fait, on a codé. Moi, je passais mon temps sur les réseaux sociaux, pour le coup. Et en fait, c'était mon espèce d'oxygène et ma fenêtre de comment dire, pour me rassurer aussi sur ce que je faisais. Donc, moi, j'ai usé, abusé, tordu dans tous les sens LinkedIn pour parler de ce qu'on faisait, en fait. Parce que on était en SaaS, comme ça, B2B. C'était super. Dans l'analyse de données, c'est pas à monsieur tout le monde que tu peux parler de ce que t'essaies de faire. Donc en fait, moi mon rôle c'était vraiment d'aller chercher la preuve sociale, si tu veux. Ce que vous faites, ça sert, ou ça va me servir. Je serai prêt potentiellement à acheter, même si t'as pas encore de preuve du concept, de POC à me montrer. Et donc en fait, moi mon rôle c'était vraiment de penser cette communication, bien sûr aider sur l'aspect user interface
et puis vraiment d'aller chercher ces feedbacks-là, et absolument pas avoir peur de partager notre idée, ce qu'on était en train de faire, et même ce qu'on mettait derrière l'idée, c'est-à-dire c'était quoi notre stack de notre stack de technologie, c'était quoi nos paris, ça tu vois, moi sur LinkedIn, j'insiste sur le partage, on en a déjà parlé, mais je veux toujours partager. Les personnes qui vous disent, moi c'est ce que je te disais avant l'enregistrement, mais les personnes qui me disent encore en 2017 qu'elles osent pas partager leur idée alors qu'elles veulent se lancer, etc., mais je ne comprends pas, quoi. Avec toute la littérature internet, start-up qui existe aujourd'hui, où on dit non, ça c'est pas bien. Oui. Voilà, non, c'est pas bien. C'est pas bien de pas partager. C'est pas bien de dire. C'est pas bien. Confronter ses idées, c'est mieux. On essaye et on me fait aussi. On y arrive parce que sur le côté agence, par moment, j'ai pas le choix, mais de signer des NDA, donc un non-disclosure agreement, un contrat de confidentialité, mais sérieusement, cette semaine, j'ai dû en signer 2 ou 3. Je veux dire, et j'ai dû en refuser 2 et dire. Je pense qu'il y a un moment et quand je vois derrière ce qu'il y a derrière cette espèce de wall, parce qu'une fois qu'on signe ce NDA, on nous divulgue les choses qu'il y a derrière, et derrière il y a rien. Exactement. Et je veux dire, il y a une idée que 10 mecs ont déjà eu quand ils cherchent. Exactement. Et je veux dire. Non, faut vraiment aller. Faut avoir un sens de l'urgence sur aller vite, exécuter vite, et pour ça veut dire très vite confronter ses idées, avoir le plus vite possible des feedbacks. Et en fait, moi, j'ai passé mon année à aller chercher tout ça, à faire autre chose aussi, mais à surtout aller chercher tout ça. Et en fait, via des fenêtres type LinkedIn, en fait, t'as accès à la planète entière. Et là, donc vous êtes 2. Ouais. Vous avez enfermés. Levé auprès de tes beaux-parents combien ? Non, on n'a pas encore fait de levée, en fait. On n'a pas encore créé l'entreprise. Donc, on est surtout sur la création pure du produit. On travaille là-dessus. Et puis surtout, moi, je vais chercher tous ces feedbacks. Le peu de produits d'interface que j'ai à démontrer, eh ben, je fais des démos avec des personnes. Le seul produit, le premier produit SaaS qu'on a dû acheter, c'était justement de la webconférence pour que je puisse faire des démos de notre produit. Tu vois, on était déjà dans cette espèce de partage en disant si on a droit dans le mur, autant le savoir très tôt et puis retourner bosser ailleurs. Donc, et ça, en fait, j'ai accès à des CTO, à des DSI, à des profils en fait consommateurs à des profils consommateurs en fait de notre produit, qui me disent ok, ouais, ça nous intéresse, on se fait une démo, tu vois, là je ferais ça comme ça, ou là je pourrais acheter, et puis je mettrais plutôt temps. Donc ça a été inestimable en fait ce qu'on a récupéré comme feedback, et surtout ce qui était très intéressant, c'était qu'en fait les feedbacks en question très positifs qu'on avait venaient surtout des États-Unis, de UK aussi. D'accord. Et on se prenait des portes, mais alors les mêmes personnes en fait qui étaient si je prenais le même type d'entreprise, la même taille d'entreprise et le même type de job, le même rôle, en fait, alors il y avait l'Américain qui me disait Rachel, franchement, c'est génial, je veux qu'on suive cette discussion, je veux avoir des nouvelles de vous. Et ce même rôle, donc voilà, même boîte, etc., même taille, en France, me disait ça marchera jamais, la cloud business intelligence, on n'est pas prêt, personne mettra ses données dans le cloud, personne n'osera analyser ses données dans le cloud, c'est mort, retournez bosser. Et en fait, t'étais bilingue ? Non, pas du tout. Enfin, non, mais je me débrouillais. Après, pareil, j'ai jamais eu peur même de très mal parler, c'est pas très grave. En fait, on a plus peur qu'autre chose parce qu'ils nous comprennent finalement très bien. À l'écrit, en plus, c'est quand même assez simple aussi, tu vois, d'aller avec tout ce qui existe aujourd'hui. Et donc, ça nous permettait aussi de voir quels étaient les marchés finalement qui étaient plutôt enclins à utiliser ce genre de choses. Et à utiliser ce genre de produits. Et ça s'est révélé en fait quand on a commencé à mettre les premières versions du produit dont on avait extrêmement honte. Mais c'est pas grave, on la mettait en ligne et puis on voyait tout un flux en fait de personnes qui venaient tester et qui c'était du gratuit à l'époque. Done is better than perfect. Qui venaient tester, exactement. Et on était déjà dans cette philosophie-là, alors même qu'on regardait pas forcément toute cette littérature internet, start-up, etc. Et tant mieux que ce soit surtout ces feedbacks-là aujourd'hui qui reviennent à savoir exécuter, et c'est pas grave, faut toujours avoir honte de sa première version, grosso modo. Bon bah là, on était bien dans les clous, on avait bien honte, mais il fallait aller vite, quoi. T'en avais honte au moment où tu la sortais? Parce que en fait le truc c'est que t'as toujours envie de dire non mais attends, on peut pas mettre ça à dispo, regarde il y a qu'une fonctionnalité, il en faut au moins 2 voire 3, et puis au final tu la mets quand même à dispo parce qu'il faut au moins que t'aies des feedbacks sur telle fonctionnalité, et puis et en fait c'était intéressant parce que c'est dans la vraie vie de mise à disposition internet comme ça, on a vu aussi quels étaient les marchés qui on avait à la fois les feedbacks plutôt quali via LinkedIn, tu vois, des professions qui venaient plutôt positivement des États-Unis.
Et puis dans les trials aussi, les versions d'essai, on voyait qu'il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Europe du Nord aussi qui venaient consommer notre trial, qui venaient s'inscrire, beaucoup d'Australie aussi à Pâques, et la France toujours pas. Donc en fait, là où il était question... Cette version, elle sort quand ? Cette version, elle sort en 2009. Ouais, elle sort début 2009. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça commence à faire un petit peu de buzz à Montpellier sur, tiens, il y en a 2 là dans une chambre, c'était pas un garage, mais dans une chambre qui font des trucs, a priori. Ça commence à se savoir un petit peu dans le... Parce que tu cherchais à le faire ou Non, parce qu'on commence aussi à avoir des personnes de Montpellier qui regardent un petit peu dans les entreprises de ce qu'on fait. Et en fait, on a un incubateur de Montpellier qui nous appelle en disant, vous n'avez toujours pas tenté de nous rejoindre ou d'être incubé. A priori, vous faites des trucs. Déjà, vous avez dépassé le stade de l'idée, on se rencontre. Et en fait, on les a rencontrés, donc on a commencé à comprendre aussi ce que c'était que des réseaux de start-up, des réseaux d'incubateurs, etc. On ne savait pas qu'on était dans cette catégorie-là. Et en fait, ils étaient très, très, très surpris de voir qu'on avait carrément dépassé le stade de l'idée, qu'on avait déjà un POC, qu'on avait déjà des choses en ligne, qu'on avait déjà une certaine traction. Donc la version 0. Voilà, et qu'on avait déjà finalement une certaine traction sans être passé par ce genre d'aide, quoi. Et en fait, eux nous disent, voilà, venez vous installer chez nous. Nous, on a un peu peur de ça, finalement. On se dit non, finalement, cette espèce de sens de l'urgence dans la chambre, on a très chaud, là, finalement, finalement, on reste avec de la soule, là, on est sous leurs yeux, là. Et surtout, on code beaucoup plus vite, on n'est pas spammé, on va dire. On n'a pas un quotidien qui... où il y a... Alors, c'est à double tranchant, hein, parce que parfois, ça fait du bien aussi d'être en contact, mais full focus, on se dit qu'on n'a pas le temps et que du coup, on continue de développer. Et sans aller trop dans le privé, vous avez une vie amoureuse, quelque chose, ou vous êtes full focus? On est beaucoup full focus quand même. On est full focus. On arrive, il y a cette espèce d'espace entre deux où il faut qu'on organise un mariage. Donc ça nous rappelle qu'on a une vie à deux et qu'on doit la construire et tout ça. Donc, mais compliqué parce que t'as pas de sortie de toute façon, parce que t'as très peu d'oxygène, t'as très peu de périodes. Vous le vivez à deux, donc c'est quand même. Mais on le vit à deux, et puis c'est très dur la première année parce qu'en fait tu te juges professionnellement alors que tu n'as pas l'habitude de te juger professionnellement avec ta moitié. Et en fait ça c'est dur. C'est dur d'entendre que ce que tu es en train de faire à peu près comme business plan là c'est vraiment nul. Ah ok. Donc et puis moi quand je lui disais qu'il y a des trucs qui me plaisaient absolument pas, c'est pareil, tu vois, c'est dur de recevoir ce feedback-là. Mais après, en fait, c'est vrai que ça passe ou ça casse aussi à ce moment-là. Et en fait, tu apprends vite quels sont vraiment ton petit précaré, quoi. Tu vois, quels sont tes majeurs, on va dire. Ouais. Et puis en fait, ça, finalement, le fait qu'on était déjà très complémentaires à la base, tout commence à correctement s'embriquer, si tu veux. S'imbriquer. Et puis t'as aussi cette espèce de ce qui est top aussi, c'est de découvrir ce que l'autre est capable de faire aussi. J'aimerais tellement vous voir. Tu vois, c'est de voir que tu parles pas juste de qu'est-ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui, ou t'as l'équivalent de 1 à 2 phrases de feedback le soir. Tu vois vraiment aussi jusqu'où l'autre est capable d'aller, comment est-ce qu'il gère une crise, ce que tu ne vois pas forcément. C'est la manière dont il va articuler les choses aussi. C'est quoi la clarté de penser. Le revers de la médaille, c'est que tu dis pas qu'est-ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui, mais c'est que tu demandes qu'est-ce qui s'est passé en perso aujourd'hui, absolument. Ouais, et en même temps, je pense que tu vois, le fait d'être en début de relation aussi, finalement, ça aide. Je sais pas. En tout cas, nous, ça a été ça nous a énormément rapprochés, et je pense que ça a limite vraiment solidifié et le couple et la boîte, en fait. Sûr. Et la boîte, parce que finalement, on pensait boîte. Je pense qu'à 2, on a fourni le travail peut-être de 4, finalement, tu vois. Parce que c'était les week-ends, c'était les soirs, on pensait qu'à ça, que quand il y en avait un qui avait une idée, même on a un petit peu des problèmes de sommeil, surtout Nicolas. Voilà, à 3h du mat, il a un truc tout de suite. Tu vois, je dis pas qu'il faut construire un business comme ça. C'est pas... Mais en effet, il y a ce côté aussi, je crois, qui peut manquer à certains, le côté équipe. Toujours. Enfin, je veux dire... au début, t'as besoin, et puis c'est vrai, quand il y a des choses qui craquent la nuit sur des serveurs, etc., voilà, t'es deux, t'as un soutien. Au tout début, tu vois, quand tu peux pas te payer encore des personnes qui vont t'aider à ce genre de choses, moi, je pense que ça a été un vrai élan pour la boîte, ça a été un vrai avantage compétitif, sérieux, hein, j'en suis convaincue, et ça a été aussi, finalement, une force auprès des venture capitalistes qu'on a pu aller voir a posteriori, quoi. Parce qu'ils ont vu
la force en fait de mais ce couple. C'est aussi à peine croyable. Je veux dire, je peux te garantir que n'importe quel VC que je vais voir demain avec ma femme et je lui dis ouais on monte ça tous les deux, il va me dire non mais demain vous divorcez, tout s'effondre. Enfin, ouais, mais à la fois c'est ce qui est intéressant dans tout ça, mais il y a forcément tout et son contraire. On te dit il faut jamais bosser avec un ami, on te dit il faut jamais bosser avec quelqu'un de ta famille, il faut jamais bosser. Moi je travaille avec mon frère, j'ai travaillé avec mon cousin Germain. Je veux dire après il y a de la confiance, il y a des choses, des gens que tu connais par cœur, il y a plein de le nombre d'histoires de cofondateurs qui étaient même sans être forcément ultra amis, mais de cofondateurs qui cassent au bout d'un an parce qu'il y a un vrai non dynamique finalement, qui a un problème tu vois, non mais bien sûr, mais il n'y a pas d'affinité. Enfin, je veux dire, le nombre d'histoires comme ça, il y en a foison. Ce message, à la limite, s'adresse particulièrement aux VC qui nous écoutent, c'est que moi, j'entends beaucoup trop de clichés. Les VC intelligents, ils comprennent ça. Non, mais je sais qu'il y en a plein de VC intelligents. Je dis pas que, attention, hein, mais je dis juste que j'entends énormément de clichés sur le capital, il doit pas être réparti comme ça, un tel doit avoir, on doit forcément avoir un associé qui est un technique, on doit forcément avoir, on peut tout prouver et le contraire avec des histoires comme les nôtres par exemple, tu prouves qu'un couple c'est possible quoi. Exactement. Et donc et un couple avec bébé en plus parce qu'on en a fait pendant pas dans la chambre de la Soul, j'espère quand même. Non. Ouais, en fait, et juste pour reprendre avec l'incubateur en question, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que cet incubateur donc forcément nous dit écoutez, est-ce que vous êtes ne serait-ce qu'un tout petit peu au courant de ce qui peut se faire en termes de subventions, etc. Nous on savait déjà que les subventions ça nous plaisait pas parce que c'était on avait commencé à nous en parler, on était là attends, imagine le temps qu'il faut passer pour avoir seulement 10 cas et puis tous les contrôles qu'il va y avoir, non merci, on oublie, c'est pas grave, on sort encore un peu moins et puis voilà. Et en revanche il y a un truc qui nous a interpellés, c'était le concours du ministère de la Recherche où là ils nous disent franchement vous avez un vrai bon profil, vous avez déjà plein de choses qui sont déjà réalisées, vous cochez beaucoup de cases, candidatez et vous allez voir. Et au final, moi j'ai beaucoup bossé sur le dossier et c'est vrai que on a réussi à avoir la plus grosse subvention pure à l'époque qui était 250 000 € de subvention pure. Et en fait là, vous étiez toujours tous les deux. Là, on était toujours tous les deux. Alors là, ça nous a permis déjà. De toute façon, il fallait qu'on crée la société à ce moment-là. La boîte n'était pas encore créée. Donc, quand on a gagné, on a créé la société. Donc ça, c'était en 2009, donc mi-2009. Et là, en fait, on s'est dit avec Nicolas, on est dans une espèce de période de grâce. Allons. Vous avez zéro revenu. Dans les zéro, ouais, bien sûr. Ouais. Et on s'est dit, on est dans une espèce de période de grâce. Allons chercher encore plus d'argent pour justement pouvoir commencer à prendre des collaborateurs. Et alors après, tu vois, tu dis que oui, en effet, il faut toujours chercher de l'argent quand on n'a pas besoin. Ben oui, en effet, je le redis. C'est vrai que c'était un bon choix. Donc, on a fait cette espèce de culbute avec les 250K qu'on a pu avoir. Moi, avec tout le temps que je passais sur les réseaux sociaux, en fait, on commençait aussi à attirer l'œil de Business Angels qui commençaient à nous dire, voilà, le jour où vous cherchez à lever des fonds, moi, je connaissais absolument rien à la levée de fonds. J'étais capable de lire des chiffres parce que je venais de ça, mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie de la levée de fonds, elle est quand même assez compliquée pour quelqu'un de tout neuf, même si au final ça reste des plus et des moins dans un tableur Excel, mais il y a quand même pas mal de vocabulaire, etc. Ça fait un peu peur quoi d'extérieur. Ouais. Et donc moi j'avais passé du temps aussi à créer une espèce d'entourage un peu bienveillant et sympa et assez professionnel et d'entrepreneurs aussi, à la fois locaux et finalement étrangers, qui commençaient à nous dire régulièrement voilà, dès que vous avez besoin de lever, et on a fait cette espèce de culbute à ce moment-là. On s'est dit voilà, allons chercher maintenant donc marrant. Du love money, des business angels, et on s'est dit moi, je sentais qu'on allait avoir besoin de s'étendre aux États-Unis. Enfin, je veux dire, on le voyait, le marché, il venait de là, tous les feedbacks positifs, ils venaient de là. On était dans une espèce, quand je dis période de grâce aussi, c'est que tous les gros acteurs de la business intelligence qui, eux, valaient des milliards, étaient en train de se racheter, tous. D'accord. Donc, en fait, il y avait une espèce de frein dans l'innovation sur ce marché qui nous donnait, je dis pas des autoroutes, mais s'il y avait bien un moment où il fallait appuyer, voilà. C'était t'as eu le nez creux parce que, je veux dire, quand même, quand tu viens de ce que tu expliques, ce que tu racontes, la fameuse chambre avec de la Soul, on se dit, tu prends 250 000 € en subvention, donc sans te diluer, finalement tu te dis, c'est vachement bien. Non mais tu vois, je veux dire, faut quand même à ce moment on aurait avoir pu surfer là-dessus. C'est quand même énorme. Je veux dire, tu peux te dire, je peux vivre 2 ans là-dessus à 2 et puis on va faire un truc mieux, etc. C'est quand même possible, surtout là. Ouais, mais tu vois, je sentais le truc. Et justement, peut-être parce que j'étais dans les chiffres aussi. Je savais ce que ça coûtait que d'avoir un gars chargé. Je savais ce que ça coûtait que de commencer à prendre des bureaux, d'avoir. Je voyais le coût arriver de les bureaux, on va devoir en changer tous les 12 mois, grosso modo, si on commence à. Tu vois, j'avais déjà cette espèce d'idée un peu
chiffré de ce que pouvait être une croissance. D'accord. Et c'est vrai que... Et puis on dit, enfin voilà, tant que tu peux en prendre, tant mieux, quoi, parce que de toute façon, tu sais que tu vas tellement te prendre de claques et d'échecs, etc., que tu vas tellement te tromper aussi sur des recrutements que autant avoir beaucoup d'argent. Donc, alors beaucoup d'argent, nous c'était un seed, au final on a dû lever on a dû lever un truc comme 500-600K en seed. À l'époque, en 2009, un seed en 2009 en région, c'était pas mal. Mais en fait, on communiquait même pas dessus parce qu'en fait, c'était... Donc seed, pardon, c'est le tout premier tour de table. Ouais. Éventuellement, il peut y avoir un peu de love money avant, mais c'est voilà, on avait fait venir un petit peu de love money pour faire plaisir, mais le seed, c'est vraiment donc quelque chose qui est vraiment considéré comme le moment où tu as fait ton proof of concept et où tu veux. Et tu commences à t'entourer. T'essaies d'avoir des personnes autour de toi qui sont là pour t'apporter du conseil aussi, en plus de l'argent, parce que ça, c'est ce qu'on avait capté aussi, c'est que tout ce qu'on avait pu acquérir comme feedback sur la techno, sur la stratégie, il y en avait certains qui me donnaient des feedbacks sur « Ah mais tu vois, ton business model, t'as pensé à ça et ça », donc je me disais « Ah ouais, tiens, tu vois, c'est pas mal d'avoir des gens comme ça dans ton entourage ». Et en fait, tous ces feedbacks-là, j'ai essayé d'identifier les personnes qui me paraissaient les plus pertinentes, et en fait, que ce soit des locaux, des personnes de Montpellier, des entrepreneurs qui avaient réussi internationalement, qui ont vu un petit peu le profil, enfin en tout cas la niaque et l'ambition, et surtout le côté moi, enfin j'ai toujours été persuadée qu'on casserait la baraque, quoi. J'étais mais foncièrement persuadée de ça, même si tu te prends des baffes tout le temps, etc. Je savais que ça marcherait. Ça ne pouvais pas ne pas marcher, dans le sens où de toute façon je me faisais plaisir à moi en tant que contrôleur de gestion, et que si je me faisais plaisir à moi, je ferais forcément plaisir à des pairs, quoi, tu vois, à des personnes qui faisaient comme moi. Donc on continue comme ça, on communique pas sur la levée parce que nos concurrents américains qui commencent aussi à éclore dans le domaine de la cloud business intelligence, c'est les mêmes, ils font des levées en seed avec un 0 de plus, donc si tu veux, donc tant pis, c'est pas grave, on n'a pas les articles qu'il faut, etc. Mais tant pis, de toute façon, c'était pas en France qu'on voulait faire un gros splash, de toute façon côté PR, donc côté relations presse, donc on continue comme ça, et puis là on engrange, on commence à faire nos premiers recrutements, on se rapproche un petit peu de labo aussi montpelliérain, tu vois, qui nous apporte une espèce de caution un petit peu R&D supplémentaire, mais franchement qui exécute pas énormément, mais on peut pas leur demander non plus, tu vois. Et donc juste pour bien comprendre ce que tu disais, alors donc il y a ces 250 000, il y a 500, 600 000. Au final, non, j'inclus les 250. Du coup, tu vois, on a dû lever un 300, 350. D'accord. Donc plus les 250, ça faisait un 5, 600. Ça, vous créez la boîte avec ça. On crée la boîte avec ça. Et vous avez combien du capital à ce moment-là? Combien du capital? On est encore largement majoritaire, ouais. Et parmi les gens qui investissent là-dedans, il y a beaucoup de gens que tu as contactés avant, qui sont des gens qui vont en plus devenir des advisors, enfin des gens qui vont vous donner des conseils. C'est vraiment la première couche. En fait, il se trouve que j'ai la chance d'avoir que ces gens-là qui m'apportaient les conseils les plus pertinents ont envie aussi d'investir. Donc je me dis, mais je reviens du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir voulu, et cette chose qu'on prône tous les deux, mais partager en amont avec plein de gens ton produit, c'est essentiel. C'est essentiel, mais celle-là, en plus, tu l'as prouvé parce que ça a fait venir à ton board, enfin, et au sein de ton capital, des gens qui sont devenus des conseillers, qui en plus t'ont donné de l'argent. En fait, si tu veux, nous, on savait qu'on avait... je veux dire, les histoires de développement à l'international comme ça, où les gars sont toujours à la tête à 100% de leur entreprise, il y en a, et tant mieux, mais c'est archi rare. Nous, on savait qu'on s'attaquait à du gros, qu'on s'attaquait à des gros acteurs traditionnels, qu'on était vraiment dans ce côté très disruptif, etc. Mais que pour ça, il allait falloir qu'on soit sacrément financé quand même à terme. Donc... et qu'il nous fallait cette espèce d'expertise américaine, cette espèce d'œil américain aussi de développement de ce marché. Donc on savait ça très tôt, et en fait finalement tous les contacts que je prenais, c'était bien sûr pour le produit, mais surtout aussi pour préparer tous ces feedbacks là, et puis amasser en cours de route pour correctement me développer, quoi. Et ça, ouais, en amont, on n'a jamais voulu avec Nicolas absolument garder il nous faut 100%. On a tout de suite compris l'intérêt de partager, quoi. Partager. Oui. Et au final, tu vois, finalement, quand parmi les business angels que j'avais, il y en avait un qui avait développé toute la partie sales à l'international d'un éditeur de logiciels, qui était un jeune retraité qui faisait du golf, et je savais qu'il était complètement
touché et qu'il était pris aussi dans cette espèce d'histoire qu'on était en train de créer. Et au final, ça m'a servi quand je suis allée développer le business aux États-Unis, que j'ai dû créer une équipe aux États-Unis parce qu'il a rempilé avec nous opérationnellement. C'est vrai. Et je vais te dire qu'une start-up française qui se dégote, entre guillemets, ce genre de profil pour t'aider à développer, argent, en plus. qui avait mis donc son propre argent. Il a envie que ça marche. Donc, alors, en plus de ça, si tu veux, t'es pas en train de salarier quelqu'un avec tous les problèmes et tous les échecs possibles qu'il peut y avoir autour de ce recrutement. Là, j'avais quelqu'un qui était déjà intéressé, qui connaissait déjà le produit et qui était en train de me monter une super force de vente et qui en plus avait tous les KPI qui allaient bien. Donc non, mais ça se prépare en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est quand tu t'entoures aussi, c'est important de. Enfin, moi, je pense que c'est important de partager le gâteau, surtout quand tu as une ambition très internationale, etc. Quand tu sais que cette ambition, elle va venir aussi avec un besoin important en financement. Et en plus de ça, si tu vois, moi, j'essayais toujours de penser 2 ans à 2 ans. Dans 2 ans, je veux faire quoi exactement? Donc, il me faudrait plutôt ce type de profil. Donc, essayons de l'avoir maintenant. Tu vois, ça se prépare tout ça, quoi. C'est de la drague, hein, je veux dire. Enfin, de la drague professionnelle, bien sûr, mais tu vois, c'est de la relation. C'est des humains que tu as en face, quoi. Donc, t'as un storytelling. Ton storytelling, il va être hyper important. Les milestones, tout ce que tu vas, toutes les différentes étapes et ça se communique régulièrement. Moi, quand on me dit non mais attends, tel VC je veux pas lui parler parce que si un VC il a besoin de te suivre aussi dans le temps, si tu veux. Nous on a toujours eu une bonne relation avec Alven Capital parce que ça a été aussi un des seuls à venir. Je parle de Jérémy Usan en l'occurrence que j'adore. Ça a été un des seuls aussi à venir. Jérémy, on s'est croisés déjà. J'adore Jérémy, il est très fort. Et c'est une personne qui venait régulièrement à chaque fois qu'on avait un petit talk, une petite conf à Paris et qui faisait son job de alors vous en êtes où, non mais nous ça nous intéresse, et quand on est passé par la case VC, on est allé le voir et finalement on se connaissait déjà un peu, il nous connaissait et puis faut pas hésiter à leur parler un petit peu, faut pas avoir peur. Alors faut pas tout lâcher non plus, toutes les données, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que tout ça se construit dans le temps et puis c'est des partenaires que vous avez. Bien en sûr. Fait c'est des partenaires, un VC, un BA, c'est un partenaire, si tu veux, faut pas le voir comme une espèce de juste de porte-monnaie. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis tout à fait d'accord. Il faut faire attention. Et c'est la relation vraiment que tu vas avoir dans le temps avec ce sont des partenaires, quoi. Pour pas et j'abonde vraiment clairement dans ton sens et je pense qu'aujourd'hui l'argent des VC est important et pouvoir primordial, mais je pense notamment à WeFlash qu'on a cofondé là, qui vient de lever et c'était indispensable et je pense que c'est vraiment un levier derrière au sens propre du terme. Maintenant, il faut faire attention et je pense aussi à WeFlash c'est que certains VC creusent un certain nombre de choses alors qu'ils sont, on l'a vécu, en train de diguer pour investir chez un concurrent. Exactement. Par exemple. Donc il faut avoir le juste milieu, un certain nombre de choses parce que sinon on peut aussi se retrouver avec des données qui partent. Bon, et après, quand bien même, je veux dire, tu sais, ces données, c'est l'exécution qui compte. Exactement. Et voilà. Et nous, c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux un peu trop partager que pas assez. Moi, je reste toujours sur cette approche. Tu gagnes toujours. Mais c'est toujours en rageant. Termes de touche et de. C'est pas correct. Mais c'est toujours rageant et c'est pas correct. Oui, c'est toujours rageant et c'est pas correct et ça se fera, ça s'est fait, ça continuera de se faire. Après, il y a des réputations aussi de VC qui sont plutôt bonnes et qu'il faut suivre. Et puis celles qui sont vraiment pas bonnes, faut les écouter aussi. Et puis il faut les fuir aussi parce que quand t'entends, ça reste des partenaires tout ça. Donc il faut aussi faire sa propre due diligence. Ils la font sur vous, il faut la faire sur eux aussi. Voilà, c'est très important. Choisir son VC. C'est très important et puis c'est très important. Puisqu'on est sur ce sujet, moi c'est vrai que ce qui était très important pour nous quand on est allé voir des VC aussi, moi je suis allée en voir très peu parce VC, je le reprécise, venture capitaliste, donc ce sont des investisseurs un peu pour l'étape d'après. Avec des tickets un peu plus gros que ceux des business angels quand vous commencez à faire soit un gros site, soit une série A. Et c'est vrai que quand tu vas, c'est très important d'aller. Moi, j'ai jamais eu d'intermédiaire qui pour nous aider pour faire ces levées. Et je pouvais pas, donc du coup le roadshow en question était très limité parce que je pouvais pas aller en voir 1 milliard des VC vu que j'étais aussi sur l'exécution du business. L'intermédiaire dont tu parles, ce serait un banquier d'affaires ou exactement. Il y a des personnes qui vous aident à très monter. important. Exactement. Mais... Nous, ça a été notre choix, mais c'est pas, je suis pas contre du tout. C'est juste que nous, ça a été notre histoire. On n'est pas passé par un intermédiaire.
et qu'on a eu la chance que ça fonctionne, mais peut-être que si on était passé par un intermédiaire, ça serait passé peut-être encore mieux. Plus, te faire gagner du temps, te faire gagner du temps surtout. Voilà, ça dépend. Nous, on savait qu'on avait tous les feux étaient ouverts pour qu'on aille nous-mêmes chercher cet argent-là. Donc on a profité aussi de cette situation-là. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai choisi très peu de VC en question, je regardais surtout le portefeuille d'entreprises qu'ils avaient. Ça, c'était important de voir quel était le type d'entreprise dans lesquelles ils avaient déjà investi. Oui. Et en l'occurrence, Alven, il y avait beaucoup de SaaS, beaucoup de B2B. Et du coup, c'était important pour moi de me dire, tiens, je rentre dans une espèce de famille, entre guillemets, où je vais avoir accès à tel et tel et tel CEO, PDG, qui va pouvoir peut-être aussi m'aider un peu sur des questions, tu vois, liées à la dynamique de mon propre business. Je conseille aussi aux personnes qui vont chercher de l'argent de bien connaître la nature du portefeuille du VC. C'est hyper important et nous, ça m'a énormément servi chez Alven. Et je dirais que tu peux même éventuellement appeler ces personnes avant. Alors ça, oui, bien sûr, ça, on le fait. On le fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en l'occurrence, Alven nous le proposait. Nous donnait, tu me dis à qui tu veux parler, on te donne les numéros et tu les appelles. Ils t'ont pas dit, ah non, celui-là, peut-être pas. Mais... Non. D'accord. Et d'accord. Et donc, entre donc, ce seed et ce Serie A, d'un point de vue très opérationnel, c'est quoi vos premières ventes? C'est comment ça démarre? Ou c'est quoi l'aventure? En fait, il y a un moment donné, d'avoir fait rentrer, donc on continue d'avoir de l'attraction en question, d'avoir des gens qui testent le produit, qui l'utilisent, cette espèce de version de produit, et qui l'utilisent. On voit ce qui est génial avec le SaaS, c'est que tu vois tout de suite ton usage, tu vois tout de suite tes statistiques, qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que ça pêche, quand est-ce qu'il y a un arrêt finalement. D'analyse donc voilà, eat your own dog food. Et en fait, si tu veux, il y a tout ça, et puis après les business angels qu'on a commencé à faire rentrer, le fait qu'il y ait beaucoup de sang américain finalement, parce que nous, tu vois, c'est assez drôle parce que les BA qu'on a fait rentrer, il y en avait beaucoup d'Américains. Enfin, il y avait cette espèce de culture américaine. Et en fait, eux nous mettent tout de suite une espèce de coup de pied monumental aux fesses en disant, bon, ok, vous vous vendez quand là? Et tu vois, des sales machines, quoi, à l'américaine, quoi. Je veux dire... Et on n'avait pas trop ce profil-là, sales, avec Nicolas, mais en même temps, on faisait pas ça pour la gloire non plus. On savait très bien qu'à un moment donné, fallait penser à un package, quoi, un package avec le prix, pricing, packaging, etc. Et en fait, on a justement ces espèces de coups de pied aux fesses réguliers où on dit mais non mais attends quand même on peut pas faire payer pour ça aujourd'hui. Et puis on était rentré dans une espèce de très professionnel aussi dès le démarrage avec des business reviews tous les mois avec ces mêmes business angels qui nous le demandaient mais à qui on demandait aussi en call avec vraiment du BIM qui montrait ce qui se passait et puis une espèce de revue vraiment très 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 poussée sur ce qui se passait dans tous les que ce soit RH, marketing, etc. Question produit juste très vite, mais BIM te permet, ou tu gardes un historique? Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, tu pourrais me montrer toutes les datas que tu montrais à l'époque? En fait, c'est qu'une question de source de données. Est-ce que j'ai ces sources de données-là? Oui, ça certainement. C'est fun de voir, carrément, ces choses-là, je veux dire. Carrément. Okay. Carrément. Et en fait, ils nous mettaient vraiment des coups de pied aux fesses en disant attendez, là maintenant il faut vendre et on s'en fiche de ces quelques fonctionnalités, il faut voir. Et en fait, on a commencé à faire tout simplement dessiner ce que pouvait être un prix, quelle était la valeur qui en était retirée, par quel type de. Donc là, tu commences vraiment à rentrer dans une étude beaucoup plus poussée, marketing, les personas, les profils en fait des acheteurs. C'est une sorte de stop à un moment. Vous vous êtes dit ok, on va se faire une sorte de mission statement. C'est à un moment donné, si tu veux, faut pas que le temps passe trop. Enfin, il y a un moment donné, t'as levé de l'argent, mais enfin, t'as tout de suite des comptes à rendre. À partir du moment où tu lèves de l'argent en J+1, t'as des comptes à rendre. Donc c'est là où il faut commencer à montrer aussi que t'es dans une cash machine et que tu fais pas ça juste pour un délire de geek. Et entre ce moment où tu dis bon, ok, on y va, et donc ces personas, tous ces machins, et le moment où tu vends ton premier abonnement, ou voilà, il se passe combien de temps? Il se passe 3 mois, je pense. 3 mois. C'est quand même assez rapide. Ouais, c'est quand même assez rapide. Alors on voit vraiment les profils on a vraiment vu le truc très, tu vois, t'as les early adopters et puis t'as ceux qui vont commencer. Client, tu peux le dire? C'était une boîte américaine, je crois, de mémoire. Et on sentait que c'était le jeune dans la boîte américaine qui souhaitait. Et en fait, là où je pensais qu'on attirerait justement des contrôleurs de gestion, des personnes des profils plutôt financiers.
Et ben au final, on a vu que c'était beaucoup de marketeurs. Il y avait toute une nouvelle génération de marketeurs qui devaient, au-delà de juste lancer des campagnes, justement fournir beaucoup plus de données et de résultats et montrer un ROI, un retour sur investissement à ses propres managers. On voyait une population de marketeurs, sales, etc., qui avaient besoin d'analyser beaucoup plus de données qu'auparavant dans des sources de données complètement différentes, qui étaient à la fois du Salesforce, qui étaient à la fois de l'Excel, qui étaient à la fois du Google Spreadsheet aussi. Donc c'était à la fois des profils de société assez modernes, pas que type start-up, mais en tout cas assez moderne, qui commençaient déjà à utiliser d'autres produits en SaaS, etc. Et au final, là où mon vœu pieux, c'était de dépoussiérer un peu le quotidien des contrôleurs de gestion, je me retrouve avec une population hyper jeune, moderne, et là où on n'attendait pas forcément. D'accord. Et en même temps, ça faisait tellement sens quand ils pensent. Et c'est encore le cœur de notre clientèle aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve avec des nouveaux analystes au sein des entreprises qui ont besoin de cruncher les data et de les analyser. D'accord, je reviens. Ils commencent à payer. Et ces gens-là commencent à payer. Je suis très sales business dans mon background. Je suis désolé, je reviens là-dessus. Et du coup, t'as le premier. Le premier, il te paye combien ? C'est quoi ? À l'époque, on était qu'à je crois qu'on était qu'à une trentaine de dollars, je crois. Par mois ? Par mois, ouais. D'accord, sans engagement ? Non, on n'a jamais voulu faire de l'engagement. Et le premier, il est quoi ? Combien t'as dit quelle date ? 2010 déjà ? Non, c'était fin 2009, je crois. Novembre ou décembre 2009. Ouais, ok. Ouais. Et le deuxième, il est quand ? Juste après ou... Le premier, c'est un accident ou le premier, c'est comme un accident, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça nous a permis de tester tout ce qui était les cartes bleues en ligne, etc. Et puis après, ça commence à faire des petits, ça commence à parler un peu sur... On commence à parler de nous en fait sur les réseaux sociaux, les médias, et puis après on commence à avoir des coups de boost en fait assez importants de la part de gens comme Google qui commencent à nous remarquer et qui commencent à nous featurer entre guillemets, à nous mettre en avant sur des événements américains, parce que en fait on devient aussi le premier ce qu'on appelle front-end analytics, c'est-à-dire l'espèce de première couche analytique qui va se mettre sur leur très très nouvelle grosse base de données big data qui s'appelle BigQuery. D'accord. Et en fait là ils reconnaissent que on est ceux qui vont le plus vite, enfin qu'on a été les premiers à leur montrer ce qu'on était capable de faire sur leur base, et ça les estomaque un peu, et du coup ils nous invitent, etc. Ça nous a énormément aidé. Et puis en fait on voit que ça continue aux États-Unis, qu'il y a un vrai truc qui se passe, mais en même temps c'est encore trop petit, on va dire. Enfin, ça ne mérite pas qu'on aille s'y installer. En plus de ça, nous, on a cette problématique de couple de fondateurs mariés. D'accord. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas envoyer mon fondateur ou moi-même aux États-Unis pour y créer une équipe. C'est soit on bouge les deux, soit... Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on commençait à avoir des ingénieurs aussi dans lesquels qu'on avait commencé à former, etc. C'était des technos qu'on n'apprenait pas à l'école d'ingé. Tu vois, c'était quoi comme techno, là ? Là, on est sur, tu vois, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui va être multitenant, cloud, tous ces mots-là, c'est des choses qui s'apprennent pas. Tout ce qui va être, toutes les interfaces riches, c'est pas des choses que tu apprends à l'école, quoi. Donc en fait, on commence à se faire un vivier d'ingénieurs à Montpellier, donc on va pas partir comme ça et décapiter direct, tu vois, cette fébrile équipe, et tu restes fébrile très longtemps au final, tu vois, tu décapites pas comme ça. En 2010 Ouais, 2010 on est c'est ça, on est 4, 5, 4, 5, 6. Ouais. Des devs plus toi ? Des devs plus moi, ouais. Des devs plus moi. Et du coup, on voit qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis, et en fait là on se dit, il commence aussi à avoir toute une concurrence. Pardon, mais parce que il y a des devs plus toi, mais j'ai toujours trouvé que BIM avait un côté interface en termes de design qui était bien. C'est venu après ou c'est une sensibilité Non, c'est une sensibilité qu'on a tous les deux, et qui a surtout Nicolas qui fait énormément de... C'est vraiment... Lui, c'était son oxygène en fait que de designer des choses. C'est un graffeur, enfin c'est quelqu'un qui a toujours été très, très branché aussi street art, etc. Enfin qui fait énormément de... Une grosse partie du succès qui vient aussi. Je veux dire, je me souviens de la... Complètement. Tu vois, quand je dis c'est chiant, c'est de la provoque, mais je me souviens du début, d'avoir vu ça au tout début. Tu vois, quand
quand tu arrives sur le produit, au début, tu te demandes un peu sur le site un peu à quoi ça sert, et très vite tu comprends finalement, et très vite tu comprends que c'est beau, que c'est bien, et que ça te permet de comprendre des choses. C'est très important pour nous que ce soit beau. On a une espèce de, enfin c'est l'esthétique est hyper importante, et le fait qu'il soit designer, finalement, ça nous a énormément aidé pour aller au bout de ce qu'on souhaitait réaliser tout de suite. Et puis si à 3h du mat on avait une idée, et ben on était capable parce qu'il savait la coder. Tu vois, on passait pas par une agence avec tout ce qui vient, enfin avec tous les problèmes de temps. Non, tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, il y a le côté évidemment. Il y a le côté exécution, et puis tu restes maître de. Puis si tu te rends compte que, enfin, je sais pas, du jour au lendemain ça te plaît plus, tu recodes, enfin tu refais à une autre sauce. On a toujours voulu avoir un ton très décalé aussi dans notre communication liée à la data. Je pense que ça a bien marché aussi sur les réseaux. Moi je voyais que ça prenait, quoi. Plus on était décalé et plus ça prenait. Je l'ai pas dit, mais pour ceux qui sont toujours là après un peu plus d'une heure, le BIM est disponible, c'est toujours bime.fr, bimanalytics.com. Bimanalytics.com, et BIM c'est BIME, parce que ça pourrait être BEM, ou on le mettra évidemment par écrit, mais c'est donc bien BIME, et voilà. Et juste, ce que je recommande aussi, c'est quand vous n'avez pas forcément l'argent pour partir aux États-Unis, parce que c'est un sacré truc de partir là-bas. Nous, ce qu'on a fait, ce qui nous a énormément aidé, c'est que toute notre concurrence ou toute notre caisse de résonance, elle était à San Francisco, avec tous les nouveaux compétiteurs qui arrivaient, etc. Et en fait, on a pris une agence PR là-bas. On a réussi, on a été assez chanceux, on a trouvé une très bonne agence PR qui a réussi à surfer sur notre histoire d'Européens, de très moderne, qui vient disrupter avec tel et tel type de technologie. Tu peux le citer, peut-être? Il s'appelle EUR Media, mais je pourrais te redonner les contacts. Et en fait, ils ont été très bons pour pitcher notre histoire. Et en fait, on faisait illusion, finalement. On faisait illusion. C'est comme si on était présent là-bas, parce qu'on arrivait à être dans des articles type VentureBeat, GigaOM à l'époque. Et ça nous a beaucoup aidé. Et tu vois, alors oui, ça reste cher comme investissement, mais c'est de toute façon moins cher que d'aller y vivre, que d'aller se payer sa vie aussi personnelle là-bas. Ouais. Donc, et ça nous a permis aussi d'avoir nos enfants, enfin, en tout cas, notre premier enfant, et de pas disrupter sa vie aussi, tu vois, en restant en France, mais en développant aussi cette partie-là. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où la sauce continuait vraiment de prendre aux États-Unis. Et puis, t'as ton support qui craque, parce que la nuit, tu peux pas répondre à tout. Et puis là, il a vraiment fallu mettre une équipe sur place. Et c'est là où, on avait tous les KPI, tous les feux verts, on va dire, dans le sens où c'est pas une histoire idéale ce que je suis en train de raconter là. Je te parle pas forcément de tous les problèmes qu'on a, mais en tout cas, quand on a voulu aller aux États-Unis, il se trouve qu'on était on continuait d'avoir une très bonne une très bonne ascension, et en fait on est allé chercher cette série A avec 3 millions, où on est allé donc installer une équipe aux États-Unis. On a choisi Kansas City parce que on avait réussi à faire pas mal de choses à Montpellier, à bas coût, et qu'en fait on avait une structure qui nous le permettait, dans le sens où c'était armpit of the USA, c'est armpit, c'est armpit, c'est donc les aisselles en anglais, mais c'est comme on dirait en français peut-être plus le trou du machin, des États-Unis. C'est ça. Moi c'est la première fois où je suis allé aux États-Unis. Je suis allé à Kansas City pendant un mois, j'ai eu la chance d'être envoyé. Et voilà, c'est assez spécial. Et en fait, tu es côté Kansas ou côté Missouri? Côté Missouri. J'étais dans le côté hype de Tu les comprends quand ils parlent? Si. Et en fait, ce qu'on a adoré, c'est que déjà, on avait une personne sur place, donc qui était justement notre business angel, qui était en plus de ça intéressé dans la boîte, qui pouvait nous monter toute une équipe de vente. On n'avait pas vu qu'on faisait tout en ligne, on n'avait pas forcément besoin ni d'être absolument physiquement à San Francisco ou à New York. Donc c'est aussi pour ça qu'on a démarré aux États-Unis. Au niveau des décalages horaires. Moi, t'es au milieu. C'était très important d'avoir une demi-journée en commun, en fait, avec cette équipe américaine, parce qu'il y a tellement moyen de louper sur la culture, est-ce que tu vas leur partager, comment est-ce que tu vas les former à distance, etc., que c'est très important. 7 heures, non, de décalage? Ouais, c'est ça, 7 heures. Et en fait, ce qui était important pour nous aussi, c'était de prendre soin de notre trésorerie, parce que 3 millions, ça va extrêmement vite aux États-Unis. Il fallait qu'on aille vite, il fallait qu'on recrute vite. Mais quand on est arrivé là-bas, on faisait tellement figure d'ovni. C'est quoi ces Européens qui viennent s'installer dans ce quartier? Parce que l'État était en train de lancer ce qu'ils appelaient une Silicon Prairie, pour justement donner un maximum d'incentives à plein de nouvelles startups tech pour faire du Missouri donc un super hub, en fait, parce que Google avait quand même choisi la première ville, donc Kansas City, pour y mettre sa fibre. Donc en fait, il y avait plein d'espèces de points un peu rigolos comme ça en termes de PR sur lesquels de relations presse sur lesquels on pouvait s'accrocher, et en fait on a
a décidé d'y aller. Et quand on y est allé, on a eu une presse de fous qui s'intéressait à cette histoire. Ah bah tu vois, regarde, ça marche parce qu'ils font l'État, parce que regarde, on a justement ces Européens qui arrivent. Et en fait, du jour au lendemain, je crois qu'on a ouvert le 6 janvier et le lundi, on a dû ouvrir le vendredi et le lundi sur notre bureau, on avait 80 CV de jeunes qui souhaitaient rejoindre l'aventure. Jamais à New Vous York étiez combien en France ni à San Francisco. Quelle année tu as dit ça? Ça c'était en 2013. Ça. 2013. C'était début 2014, c'est quand on a fait notre levée fin 2013. La levée, elle est faite auprès de Alven et de VC américains ou... Elle est faite qu'auprès d'Alven. Tu vois, donc on avait des BA américains et puis en même temps on fait avec des VC français et là on part aux États-Unis. Et moi, si tu veux, je voulais montrer d'une manière extrêmement, tu vois, très terre à terre. Au-delà il s'agissait pas de surfer sur une espèce de hype ou de machin ou de s'auto-satisfaire d'aller aux États-Unis. On n'avait pas un doux rêve, si tu veux, lié aux États-Unis. En revanche, ce qui était important, c'était de dire on va vendre notre produit à des Américains et on le vend par des Américains. Oui. Si tu vends ton produit, tu fais vendre à des Américains par des Américains. Le et si tu veux, Trump, quoi. mais ça, si tu veux, c'est ça. Mais ça, c'était en termes d'exécution, si tu veux, c'est énorme pour un VC de voir que tu as réussi à piloter cette espèce d'équipe étrangère qui va vendre sur son marché domestique. Ça veut dire beaucoup en termes de réplication déjà, parce que tu commences forcément on avait cette scalabilité, cette mise à l'échelle en tête. Donc, si tu veux, quand tu commences à montrer ça, que tu commences à montrer une espèce de petit pattern de ce que tu réussis à faire localement, ça veut dire que potentiellement, si tu te débrouilles à peu près bien, on n'a pas eu. Alors on a fait grossir cette équipe et puis c'est vrai que là où on était supposé faire une série B, où je commençais justement à préparer mes dossiers pour aller chercher une série B, en l'occurrence auprès de VC américains, c'est là où Zendesk nous a approchés. Donc, tu vois. Et donc avant de venir là-dessus, pour aller de 2010 où tu fais tes premières ventes à 2013 où tu fais ta levée, ta série A, donc déjà finalement t'as pas cramé tant que ça puisque en 3 ans t'as réussi à... Disons que moi j'ai cette espèce de comment dire, je suis une contrôle fric justement c'est ton métier. de l'argent. Oui. Et c'est aussi mon rôle, je veux dire. Mon rôle, il est d'évangéliser, il est d'ouvrir les portes pour mon équipe, mais il est aussi de regarder ce qui se passe, parce qu'on n'a jamais pris de CFO, on n'a jamais eu de financier, ça a toujours été moi qui tenais tout ça. Mais donc, du coup, ça veut dire que j'ai une visibilité entre ce qui se passe sur le compte en banque et les besoins qu'on va avoir rapidement pour en lever de fonds. Je suis la PDG, la CEO, je suis celle qui va à la rencontre de tous ces VC. Je vois un peu quels sont les critères, je vois un peu quand est-ce que je vais devoir me mettre en route, je vois comment la première, si tu veux, la première levée m'a beaucoup appris aussi de c'est quoi le timing, c'est quoi le type d'étape. Donc du coup, je commence à tu vois, en allant vers la série. Alors là, en l'occurrence, je parle de la série B, mais je commence déjà à adapter, si tu veux, ce que je vais devoir faire et quand. Mais quand tu restes sur du seed à la série A, donc entre ta première et ta deuxième levée, il y a 3 ans presque. Ouais. C'est hyper long, je veux dire. On a refait une espèce de patch entre guillemets avec les mêmes BA où on en a fait rentrer un petit peu d'autres, mais parce que qui était vraiment pertinent. Ça, on a fait ça en 2011. Tu vois, en 2011, c'est pareil parce qu'on avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer et du coup, je m'étais dit autant ils sont pertinents intellectuellement. En plus. Mais on communiquait pas parce que on avait toujours ces concurrents qui levaient des zéros supplémentaires. T'as été rentable à un moment, je veux dire avant qu'on rachat, ouais. En fait, si tu veux, quand tu commences à être rentable, c'est là qu'il faut absolument repartir en levée. En tout cas, parce que, alors je dis pas que ça marche pour tout le monde comme ça et qu'il faut absolument faire ça, mais en tout cas nous, vu l'ambition qu'on avait à l'échelle internationale, dès qu'on commençait à ressortir la tête de l'eau, et à chaque fois on réussissait à être, je dis pas qu'on était sur le BP qu'on avait présenté, mais tu vois, t'es sur un 18-24 mois où tu commences à montrer que donc tu sais que tu peux repartir avec un plan de croissance ambitieux. Ouais. D'accord. Et donc 2013 avant ta série. Mais c'est un travail tu vois, t'as vraiment intérêt d'être sur tes chiffres et puis surtout il y a pas de magie quoi. Il faut vendre. Il faut vendre quoi. Il y a pas de magie quoi. C'est le client d'abord et le client il faut aller chercher cet argent. Pour d'autres business, toi t'as de la chance d'être à peu près je crois pas payé immédiatement parce que moi je me suis pas payé pendant longtemps. Non, pardon, tes clients te payent immédiatement. Ah oui. T'as pas un délai entre parce que pour d'autres business, il faut vendre, facturer, encaisser. Non, c'est justement la beauté aussi, c'est qu'on est sur du mois le mois, il y a ces archi prédictifs. Les abonnements, faut éviter d'avoir ce que tu appelles un churn, donc un taux de désabonnement important. C'est ça. Donc c'est vrai que la série A, on l'a faite à la fois pour le développement américain, puis à un moment donné pour contenir le churn aussi, en disant voilà, là on
manque de support, on manque de customer success. Donc il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là, mais c'est génial les business qui se développent parce que tu commences à voir aussi ce qui craque. Et vous êtes combien sur la série je veux dire, vous êtes combien à Paris, à Montpellier. Ouais, on est. Écoute, c'est simple. Avant de faire la série A, on est une équipe de 13 personnes à peu près. Ouais, c'est petit finalement encore. Hein. 13-14 personnes, un truc comme ça. Sur un chiffre de combien à peu près ? On est déjà sur un MRR qui est Monthly Recurring Revenue. Pardon. Oui. Désolée. On est à cette époque-là, on est déjà sur un 500-700, je pense, K 700. À confirmer. 500, entre un peu plus de 500 000 euros de revenus mensuels. Non. Attends. On est sur. Attends, quand je le fais en ARR, En ARR, on est déjà. On a. Excuse-moi. On a dépassé la barre du $1 million, $1,5 million. Oui. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, pour cette première série avant cette série. Ouais, donc c'est quand même un très beau succès. Et donc du coup la série A, Kansas City, tu dis tu peux pas t'installer parce que vous devez y aller tous les deux. Vous avez un enfant, vous êtes sur le point d'en avoir un ? Non, on a fait un enfant qui est né en 2010. Donc tu vois, c'était vraiment au tout début aussi, au tout début de vous tout ça. Vous êtes dit, on va autant se mettre tous les obstacles possibles. Donc t'es pas payé, tu peux faire un enfant, c'est génial. et du coup, et là, comment ça se passe ? Qui va à Kansas City ? C'est toi, tous les deux ? Non, on n'y va pas. Justement, on prend notre business angels qui remplit opérationnellement et qui nous aide à créer tout sur place, quoi. Et à lancer. Pour la première fois. Le bureau existait déjà. Tu y vas régulièrement, quoi. Moi, après, mon rôle aussi, c'était de faire l'espèce de pont entre les équipes, culturellement. Ouais. Il y a plein de choses qu'on a loupées, qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. C'est très difficile de gérer des équipes comme ça, explosées, géographiquement. Ouais. C'est très, très compliqué de trouver des liens. En fait, le PDG, les fondateurs ne voyagent jamais assez. Les fondateurs ne visitent jamais assez. Et ça, c'est vraiment... j'aurais dû le faire beaucoup plus souvent. Ça allait, hein, tu vois, tout allait... Mais j'aurais dû faire plus. Mais bon, après, c'est fatigant, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais ça, c'est un conseil que je donnerais. Je me pose, nous, on a une petite structure à Bordeaux. Ils sont 3 déjà. Il y en a, ils sont 2 à Londres et puis 7 à Tunis. Et c'est vrai que je me dis, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses ? Alors en effet, je voyage pas assez, mais on essaye de faire des choses autour de Slack, autour de Workplace, de Facebook, d'inciter les gens à partager plus. Tu vois là sur. Ça c'est un minimum requis, on va dire. Voilà. Mais ouais, en effet, j'essaye de trouver un peu de craquer le code là-dessus. Craquer le code, c'est toi physiquement qui va régulièrement. Et eux aussi les faire voyager. Et eux aussi les faire venir, bien sûr. Ouais. Donc en fait, on trouvait des astuces. En plus, c'était des équipes de vente, marketing. Donc du coup, c'était tu as des concours. Mais c'était important on aurait dû faire encore plus. Quand je vois le succès de Zendesk aujourd'hui, ça a été aussi beaucoup lié à leur manière de faire voyager les équipes d'un bureau à l'autre. C'est vrai que c'est un sacré budget, c'est du temps, mais c'est hyper important pour la culture de la boîte. Ouais. Et du coup, là-dessus, pour revenir sur l'histoire un peu plus de la vente et récente, tu fais ta série A, tu lances les États-Unis, les choses se passent bien, des bons partenaires techno, on a plutôt le vent en poupe dans le sens où on réussit à parler de nous, on a toujours été on a toujours réussi à se placer dans des bons articles internationaux très tech et qui finalement ont attiré un peu l'œil. Et puis en fait, ce qui s'est passé quand on a été approché par Zendesk, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est fou, pour le coup, on n'avait pas entendu parler de vous, mais on vous a trouvé, mine de rien, et finalement, vous êtes les seuls qu'on a réussi à utiliser en allant très très loin dans le produit sans avoir eu à vous contacter. L'onboarding était correct, on a réussi à aller très très loin dans le produit sans une seule touche, avec ni un support, ni un sales, Et en fait, ils nous disent déjà, vous êtes sur une culture d'accès au produit, de trial, de transparence, de transparence de prix aussi, qui nous plaît beaucoup, qui match avec la culture de Zendesk. Donc déjà, ça, c'était plein de points positifs, et ce qui était très important pour eux aussi. Je mets un point très important parce que c'est vraiment pour ce genre de choses que je fais ce podcast aussi. Je pense que tout ce que tu viens de dire là, moi, je bois du pied, très clairement, mais la transparence, la culture du produit,
l'onboarding, donc ce qu'on va appeler l'onboarding pour les moins familiers, c'est vraiment la facilité d'accès d'un produit, le fait de se dire je m'inscris en ligne, je comprends tout de suite, je sais l'utiliser, c'est facile, on m'accompagne finalement virtuellement vers ce produit et j'ai pas besoin de support, j'ai besoin de personne, et puis on me dit branche ce truc Excel, branche ce flux, je sais pas quoi, branche ces choses, et puis j'arrive à avoir un truc où tout seul j'ai payé mes... Tout seul, t'arrives à avoir la valeur de ce que tu vas pouvoir avoir quand tu vas mettre ta carte bleue, c'est quand même énorme, quoi. Tu t'es pas dans quelque chose d'aveuglant. C'est hyper facile à décrire comme ça, et c'est quand même c'est très difficile. Mais donc de l'entendre d'une boîte comme ça, de personnes qui s'occupent du business développement entre guillemets, c'est vrai que déjà ça nous a vraiment fait plaisir parce que c'était des personnes qui passaient leur temps à regarder la compétition aussi, les concurrents, donc c'était vraiment chouette de l'entendre de leur part. Et c'est vrai que quand ils ont commencé quand ils nous ont contactés pour nous parler de ce qu'ils souhaitaient faire en tant que partenaire avec nous, on a vite senti avec Nicolas qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. D'accord, ils n'ont pas battu les cartes directement. Non, mais très vite. Hein. Je veux dire, quand ils ont vu à la fin de l'appel qu'on correspondait en tout cas en termes de culture, en termes de taille, en termes de clients aussi, de clientèle, quand ils ont vu tout ça, quand ils ont commencé à poser des questions sur le stack techno derrière, etc., très vite à la fin de l'appel, on a entendu qu'il y avait des choses supplémentaires qui allaient arriver. Et ce qu'on a vraiment apprécié aussi, c'est que ces mêmes personnes nous ont dit, écoutez, genre on a eu un appel le vendredi, le mardi d'après, ils nous ont dit, écoutez, on arrive mardi, alors il y en a 2 de Californie et un d'Australie qui débarquent. Donc on a adoré le fait que ça aille vite, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, à savoir un fail fast. Oui. S'il doit y avoir un deal breaker pour X raisons, etc., et ben au moins on le sait très rapidement et on passe pas 3 mois dans des discussions comme certains traditionnels français peuvent je redis, mais c'est pour ça que je fais ce podcast. Voilà, exactement. Et ça, en fait, il y avait un respect du gros acteur vis-à-vis du petit acteur, qui a été hyper, je veux dire, ce respect-là, moi, ça en disait long aussi sur cette culture d'entreprise chez Zendesk. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous respectent, peu importe votre taille, et qui vous prennent pas de haut juste parce qu'ils daignent vous parler. Ils savaient très bien qu'on n'était pas du tout en demande et qu'on était justement en train de préparer une série B. Moi, j'avais été très transparente aussi avec eux. Et quand ils sont venus, en fait, à la base, ils devaient venir à 2, et finalement, ils sont venus à 3, et il y avait un des cofondateurs de Zendesk qui était carrément là. Donc là, on s'est dit, ah ouais, d'accord, bon. Et en fait, mon cofondateur Nicolas a été extrêmement bon pour amener la discussion aussi sur voilà, je vous dis tout. Et je sais que vous êtes certainement en due deal avec d'autres boîtes, etc. Mais moi, on vous dit tout. Vous prenez ce qui vous va. En tout cas, on se parle pas pendant des mois. Et ils ont vraiment aussi apprécié ça, le fait qu'on soit aussi ouvert, mais de manière intelligente. Quand on se parle pas pendant des mois? Non, mais que si tu veux qu'il y ait des espèces d'allers-retours je t'en dis un petit peu plus la semaine prochaine et un petit peu plus. Le truc, c'était de dire, on est all-in, vous nous avez respecté, on vous respecte aussi, on vous dit tout. Et alors, mais on veut pas des allers-retours. On fait pas des allers-retours. En même temps, tu dis tout de manière intelligente, quoi. Je veux dire, et puis, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Et puis, c'est vrai que très, très rapidement, mais vraiment même à la fin de la journée, ils nous ont dit, écoutez, il y a à minima, il y a plus qu'un partenariat sur la table. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que les personnes font énormément, les personnes que tu as en face de toi te donnent énormément le ton de ce qui t'attend finalement dans l'avenir avec en cas d'acquisition, si tu veux. C'est tellement compliqué les acquisitions, c'est tellement complexe d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, d'un point de vue audit, due diligence, humain dans les intégrations avec tes équipes, que tu sais que c'est compliqué. Donc à partir du moment où tu es en bonne compagnie, tu es avec des gens smart, sympas, bienveillants, tu vois, t'as déjà fait une grosse partie du chemin, quoi. Et les autres, si tu peux, en tout cas, faut limite leur dire de passer leur chemin. C'est ça. À la limite, parce que de toute façon, c'est que du malheur. Ce qu'on a fait, là où on a beaucoup risqué aussi avec Nicolas, mais parce qu'on respectait notre équipe, c'est qu'on a très très tôt dit à notre équipe qu'on allait, qu'il y avait ça qui se passait. On leur a dit, en revanche, c'est une boîte publique, ils sont en train de nous proposer ça. S'il y a votre sœur, votre mère, votre copine qui en parle à quelqu'un d'autre, le deal, il est mort. Donc, on vous dit tout, on vous tient au courant. En revanche, on compte sur vous. Et en fait, ils ont vraiment joué le jeu. Et pour information, cette équipe en question, nous, on n'a jamais fait de BSPCE. On n'a jamais donné de BSPCE dans la boîte. En donc revanche, BSPCE qui sont des sortes de stock options, donc, qui permettent de donner des parts aux employés. Nous, on n'a jamais fait ça. En revanche, on les a fait rentrer en direct dans la boîte. Quand on a fait nos levées, en fait, ils sont rentrés à ce moment-là. Donc, je mettais pas de seuil. Au prix de la levée, du coup. Au prix de la levée. D'accord. Au prix de la levée. Alors, c'est sûr que ça donnait moins, si tu veux, mais en même temps, on savait pas qu'on aurait ce genre voilà. Puis de toute façon, il y a toujours moyen ensuite de redonner avec
enfin bref, il y a plein de véhicules financiers, de mécanismes pour les réintéresser. Oui. Mais en tout cas, ce qui était important pour nous et ce qu'ils appréciaient aussi, c'est que le fait de rentrer en direct, moi je mettais pas de seuil ni mini ni maxi, et en fait, ils avaient accès à tous les papiers. Ils avaient accès finalement à tout ce qui se disait dans la boîte. Et c'était important pour nous de leur dire, voilà, on vous fait confiance, vous avez accès à tout. Si tu n'avais que des BSPCE, tu n'aurais pas accès à tout ça. Mais moi, je veux te prouver je veux te montrer que tu as accès à tout ce qu'on fait et que c'est important pour nous aussi, avec Nicolas, de vous donner accès à tout ça. D'accord. Et donc, en fait, vendredi, le mardi, il y a ça qui se passe. Et puis, très rapidement, ils nous envoient leurs équipes pour commencer à creuser un tout petit peu plus. On sent qu'on est entre de bonnes mains, dans le sens où on aime les gens qui viennent nous voir, déjà. On apprécie beaucoup. Il y a un vrai culture fit. Et puis, surtout, il y a une ambition liée à la donnée chez Zendesk qui nous mettrait vraiment sur le... Voilà, qui nous ferait atteindre un point B qu'on avait espéré beaucoup plus rapidement que prévu, quoi. D'accord. Donc du coup, en fait, on accepte tout ça et il se trouve en plus que le deal est vraiment excellent, que un bon deal, c'est quand c'est simple, quand ça va vite, que tu sais exactement ce que tu as dans la poche, quand tout le monde est satisfait. Vous avez tout vendu d'un coup? Il y avait des earn-out ou il y avait des choses, d'accord? 100%. Le montant, il est 45 millions de dollars. 45 millions de dollars. Et en fait, ils ont mis 10 millions aussi en actions a posteriori. T'as jamais regretté de la soule à ce moment-là? Tu te dis, D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que tu t'attends pas à ça. Après, ce que j'adorais, c'est que dans le Love Money de départ, on avait des personnes qui avaient pas beaucoup d'argent et qui ont mis quand même. Et puis, on leur a fait faire plus de fois 20 pour certains. Et du coup, tu te dis, et là, ils te disent, oh là, mais ma retraite, c'est super. Ben ouais, c'est cool, quoi. C'est ça aussi, la création de valeur. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est de faire que cet argent-là, il revienne sur le territoire français. Enfin, ils reviennent. Non, ils viennent sur le territoire français. Et tu vois, ça, c'est de la création d'un deal franco-français. C'est bien pour la startup qui se fait racheter, mais ça reste juste un transfert intramuros, quoi, grosso modo. Et ça, là, c'est une vraie création. Là, tous les deux, je veux dire. Bah, en fait, si tu veux, c'est aller archi vite. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai été rachetée, j'étais archi enceinte. On a été racheté, j'étais très, très enceinte du deuxième. On a signé, je faisais 5 mois de grossesse, un truc comme ça. Donc quand on a le temps de tout mettre en place, le démarrage, la signature, c'est la lune de miel. Hein. Donc après, il y a tout le gros qui attaque, qui commence avec l'intégration, tes équipes, et puis comment est-ce qu'on s'en occupe, comment est-ce qu'on change de bureau, comment est-ce qu'on grossit, comment ça se passe avec les États-Unis. Voilà, il y a tout ça. Le deuxième bébé qui arrive. Donc, en fait, on n'a pas eu trop le temps de redescendre, en fait, de profiter et de cette nouvelle situation matérielle qui se profilait. On a parlé 2 fois de lune de miel ce soir, j'y pense, mais aujourd'hui. Mais la lune de miel que vous n'avez jamais faite. C'est ça, je toujours pas faite, exactement. Nicolas. Et pour information, pour la petite anecdote, et je le dis souvent, mais quand ils nous ont contactés, Zendesk, je savais que j'étais enceinte depuis seulement 15 jours, tu vois. Donc même pas la famille était au courant, ni personne, à part Nicolas. Et en fait, je leur dis, écoutez, c'est archi tôt, mais sachez que je suis enceinte. Pour ce que ça vaut, ça vaut, point. Et ils me répondent juste une phrase en me disant Zendesk loves babies. Point. Et pareil. C'est beau, hein, c'est sympa. Ouais. Et donc et tu vois tout ce que tu racontes sur cette boîte et la manière dont c'est que des gens bien. Et puis on en parle là, et puis ça fait quand même une promotion énorme pour une boîte comme ça, parce que sinon on se tairait, on dirait rien. Mais je veux dire, moi je trouve ça admirable c'est une boîte qui fait énormément en corporate social responsibility, qui investit énormément dans le voisinage un peu pauvre de San Francisco, dans le quartier dans lequel ils sont. Enfin, c'est vraiment une très belle boîte. Et en fait, il y a tout ça qui nous a fait dire, c'est un no-brainer, grosso modo, on y va, on aura nos salariés qui seront bien traités, et ils le sont très très bien. On a peut-être les plus beaux bureaux de Montpellier, je pense, là aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a dit. Tu vois, ce qu'on t'a dit, tu vois. Voilà. Donc non, c'est Port-Marianne, dans les nouveaux dans quartiers. Le centre. C'est pas dans Montpellier, je veux dire. Historique, mais c'est oui. D'accord. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu le temps de vous rendre compte que vous aviez gagné de l'argent, quoi, quasiment. On n'a pas trop eu le temps de se rendre compte qu'on avait gagné de l'argent. En fait, déjà, c'est nouveau, tout ça. Le truc très drôle, pour la petite histoire, mais ça, c'est problème de riche, c'est que je pars à San Francisco je pars aux États-Unis le lendemain de l'acquisition pour, communiquer, etc. Et puis, en fait, je me dis, tiens, j'ai toujours voyagé dans les fonds d'avion en éco parce que j'avais pas d'argent. Là, je vais essayer la business. Sauf que j'avais pas relevé les plafonds
fonds de carte bleue et compagnie, parce que forcément, voilà, c'est tout nouveau. Donc du coup, tu repars en fin fond en déco. Donc c'était rigolo. Mais ça, c'est des petits problèmes de ce que je souhaite à tout le monde, voilà, évidemment. Et aujourd'hui, justement, j'essaie de redonner un petit peu, d'investir dans des boîtes, essayer d'avoir un angle female tech entrepreneur. J'essaie aussi de m'investir un peu dans France Digital, parce que je pense que ce que cette association fait pour les startups est juste fantastique et qu'on en a besoin, que c'est nécessaire. Donc voilà, donner un petit peu de temps, parce que finalement, ce que les pigeons ont pu faire à un moment donné sur la fiscalité, sur la fiscalité française, moi, j'en ai bénéficié quand j'ai rempli ma feuille d'impôt. Et en fait, quand tu es en train de développer ton business, tu as la tête dedans, tu regardes ton nombril, mais c'est normal en même temps, tu es sur ton nombril de développement de business avec ton équipe. Tu penses pas à tout ça, tu penses pas aux combats qui sont menés justement par ces pigeons en question qui pensent que la fiscalité est très importante. Et oui, elle l'est, parce que tu vois, nous, ça nous a permis de qu'il y ait pas trop, de payer moins d'impôts. Et ce que je fais avec ce moins d'impôts que j'ai payé, moi, je le remets dans des boîtes aujourd'hui, tu vois. Et en plus, je veux dire, quand on écoute ça, alors je pense pas que il y a beaucoup de révolutionnaires qui écoutent ce podcast, mais je veux dire, c'est vrai aussi qu'on a quand même une tendance à se dire qu'il y a tellement de chances de se planter, il y a tellement de risques et tellement de choses aussi que à un moment, on voit souvent, pas souvent des gens qui réussissent comme ça, aussi bien. Cueillir de la redistribution, c'est très bien. Je suis sûr que tu étais la première contente heureuse à ce moment-là. Ah, mais complètement, bien sûr. Mais je veux dire, il y a aussi, à un moment, les efforts, cette chambre dans laquelle vous avez vécu, les aléas de cette vie que vous avez eue et l'implication, c'est vraiment quelque chose d'hyper impliquant et à part. Et je veux dire, je veux pas faire pleurer. Mais c'est aussi parce qu'on ne pensait pas à ça, finalement. Oui. On pensait pas à ce qui on n'avait jamais imaginé qu'il nous arriverait ce genre de choses, parce que déjà, on comptait se le développer nous-mêmes. On comptait faire une espèce d'énorme acteur qui nous permettrait d'avoir un Zendesk. Donc, voilà, les choses se sont précipitées un peu plus tôt. Mais je pense qu'on est aussi une génération où, tu vois, une fois que tu t'es payé une maison, que tu t'es fait plaisir sur un truc, je veux dire, il y a quoi d'autre après? Bon, et en fait, t'as envie de redistribuer, t'as envie de faire partie d'autres histoires comme ça, t'as envie de potentiellement de recréer aussi, tu vois, de recréer. Donc, bon, voilà, faut arrêter de stigmatiser aussi l'entrepreneur. Tu vois, ça cherche. Ça, aujourd'hui, voilà, on fait partie de cette génération-là. Moi, je me suis fait plaisir sur. Je pars dans l'espace et j'en suis très. Ouais, je pars dans l'espace. Avec Richard Branson. Non, pas avec Virgin Galactic, mais une autre boîte qui est justement en plus créée par une femme. Je pars dans l'espace. Je pars dans l'espace. Ouais. Ça existe en fait. Alors, ce serait plutôt fin 2018, début 2019, donc j'ai le temps. D'accord. Mais en fait, j'ai pris mon ticket, je l'ai pris sur Internet, tu vois. Ça aussi, c'est génial, quoi. Et c'est des boîtes, en fait, qui aujourd'hui se montent aussi. Bon, attention, il y a toute une équipe de la NASA autour, mais c'est des personnes qui investissent dans la Low Earth Orbit Economy, donc tout ce qui va être lié à la stratosphère, engin telco. Et en fait, pour le coup, c'est 6 heures. Tu as 2 heures pour monter, tu restes 2 heures là-haut et tu redescends pendant 2 heures. Et en fait, c'est des technologies de ballon, tu as des petits spaceships avec 6 places dedans. Et voilà, et c'est accessible en fait à monsieur tout le monde, donc il faut prendre ton ticket. Moi je suis la voyageur 183 et j'en suis très fière d'avoir ce numéro. et ça me permet de faire ça par exemple, mais du coup ça me permet aussi de sponsoriser aussi à ma petite échelle tout ce qui se fait dans cette économie spatiale aujourd'hui, tout ce qui se fait d'aller démocratiser ça et puis de faire qu'il y ait de plus en plus de boîtes qui pensent à... c'est un écosystème qui se parle après avec les Elon Musk et compagnie, quoi, tu vois. Donc ça, quand monsieur tout le monde commence à s'approprier un petit peu ça, et tant mieux finalement, parce que ça reste assez vertueux. Et puis j'espère bien être encore là quand on ira sur Mars, quoi. Écoute, on n'aura pas le temps de parler de tout. C'est vrai que tu es investi dans France Digital, dans Station F un petit peu aussi. Dans les entrepreneurs. Oui, j'essaie en tout cas. Là, je vais chez Paris Pionnière, là, après. D'accord, n'hésite pas à m'envoyer aussi, si tu as des exemples incroyables, je serais preneur. Je suis vraiment ravi de cet échange. C'est toujours assez intéressant de voir comment on peut réussir avec autant de différences. Je veux dire aussi en étant à Montpellier, à Kansas City, en ayant un background qui est pas du tout. Vraiment
quand on croit en ce qu'on fait, quand on a la validation de son entourage aussi, et quand on est allé confronter ses idées, en même temps qu'on ne s'est pas laissé démonter non plus par le moindre... Tu vois, il faut rester critique aussi. Voilà, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème de dingue, qui est tout ce qui se passe avec Station F. Quand tu vois que Paris, plus Berlin, plus Londres, il y a plus de développeurs dans ces 3 villes-là que dans la Silicon Valley, mais c'est un truc de fou. On a la chance de faire partie de ce qui est en train d'exploser. Là, on est à Paris. Aussi, la BPI, premier vici européen. Je veux dire, tous les non, mais là, il se passe quelque chose de fou. On a la chance d'avoir des visionnaires qui font des choses extraordinaires, les Elon Musk et compagnie, comme je disais, c'est quand même incroyable, qu'ils le partagent en plus. On a la chance d'avoir des relais type, tu vois, ce que tu fais, les podcasts, etc., où tu as quand même accès à beaucoup de personnes qui créent, qui te le disent et qui rendent ton projet encore plus optimiste, quoi. Ouais. Donc, au savoir. Je pense qu'il y a plein de choses là pour recréer potentiellement. Ouais. Bah écoute, je le dis à chaque fois, donc un jour j'en ferai vraiment un, mais c'est encore beaucoup trop tôt. On fera un jour peut-être un follow-up, un suivi de cette aventure. J'aurais bien aimé voir comment tout ça s'est intégré chez Zendesk. Ouais, puis il y a 1 milliard. Bah, c'est vrai qu'en très peu de temps, en 6 ans, on a eu une histoire avec des levées, avec cette acquisition, avec à la fois de côté perso. Il y a plein de choses à creuser, hein, c'est sûr. En tout cas, si les auditeurs te reviennent vers toi avec des questions, je serais ravie de creuser et puis de répondre par écrit. Ouais. On peut te suivre où, toi Moi, je suis sur Bim_Rachel, sur Twitter, en tout cas. Sur Twitter. Tu acceptes volontiers sur LinkedIn. Ouais. Très bien. Et je pose cette question de plus en plus, mais si tu avais une question, un conseil à te donner il y a 10 ans, donc au moment de la création, en l'occurrence à peu près, tu te dirais quoi? Un conseil, je me dirais surtout de continuer de faire encore plus, et pourtant Dieu sait que j'en ai passé des heures à ça, mais de faire encore plus sur l'entourage que tu peux te créer au tout début. D'accord, il est fondamental. Créer ton entourage, dans le cadre de ton entreprise, c'est fondamental. C'est fondamental. Parce que tu as des périodes qui vont tellement être dark, qui vont tellement être compliquées, qu'il faut que tu aies des personnes qui soient solides et qui peuvent te répondre et te répondre aussi positivement. Donc voilà, c'est très très important, bienveillante en tout cas, d'avoir un entourage bienveillant, ça c'est fondamental. Ok. Bon, et on reviendra sur ton orga la prochaine fois qu'on se voit alors. Merci à toi, bravo à Nicolas. Avec plaisir, merci pour ce que tu fais, c'est bien là de passer le message, c'est chouette. C'est adorable, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.